Wesh Titouzg, wesh la famille, wesh la mif. Ça va tout le monde? Jette même ma musique en pause pour ces lives d'expression. Salut Mélancolia, salut Suspicious Garlic. Ouais, salut tout le monde, salut tout le monde, salut la famille. Merci de venir, je poste ma petite story sur Instagram. Voilà, comme ça on est carré. Désolé pour un petit peu de retard, j'essaie vraiment de commencer bien à l'heure, à l'avenir. Mais là, euh, hmm, juste une petite seconde. Aujourd'hui, euh, j'ai mis un titre. Je veux dire merci à Moufette. C'est elle qui m'a dit que tu avais commencé à streamer. Bah merci Moufette, elle est gentille Moufette. C'est super cool. Euh, euh, J'étais un petit peu en retard. J'étais faire les courses au Lidl. J'ai comme ça, j'ai pu acheter ces boissons là. L'autre jour, quand j'avais fait un, quand j'avais fait un petit, pas vraiment une tier list, mais bon, un top des boissons énergétiques les plus, comment dire, les plus délicieuses finalement et le meilleur rapport qualité-prix. Nouvelle EP d'Ateya ce matin, c'est une dinguerie. Ah écoute, bah, j'écouterai ça tout à l'heure. J'écouterai ça tout à l'heure. Je suis pas très équipé pour faire des écoutes en live et tout. Franchement, ça marche pas très bien. C'est dommage. Mais même faire des écoutes de rap en live, je sais pas si c'est intéressant. Franchement, il y a des gens qui font ça à plein temps, c'est leur métier. Mais, mais je sais pas si je vais faire un truc pareil. Bref. Euh, ouais, donc c'est cette boisson-là, 49 centimes comment dire, au Lidl. Ça goûte à peu près comme un Red Bull, comme un Red Bull sans sucre. Et c'est franchement bien. Norman, Nouveau, Amine et Hugo. C'est quoi Amine et Hugo? Je suis désolé, je connais pas, j'ai pas la ref, je dois être trop vieux. Quelle saveur, quelle saveur. Bravo pour cette première semaine de stream. Merci, merci. Oui, c'est mon cinquième stream. C'est mon cinquième stream. Un stream par jour. Euh, Ils font les premières écoutes de rap. Ah, ouais, d'accord, bah, je pense que c'est ça. C'est ça que j'ai dû voir auparavant. Euh, Ouais, Teyaba, j'aimais bien de l'époque, même où ça s'appelait encore Joke. Euh, c'est drôle, il avait été au départ produit par Tequila Tex, etc. C'est une connexion assez étrange. Euh, mais ouais, sa carrière est assez intéressante. Après, je crois qu'il a jamais eu énormément de succès, mais beaucoup de gens l'apprécient. Beaucoup de gens l'apprécient, mais pas vraiment le grand public, quoi. C'est un petit peu la nouvelle définition de l'underground. Voilà, là j'attends que les gens viennent avant d'exposer un petit peu le sujet du live, mais à la fois c'est un live, j'ai très très hâte de le faire. Je pense que ça va être marrant, ça va aussi me permettre comment dire, de tester un petit peu une nouvelle technologie, si je puis dire. Voir si ça marche. Tiens, je vais tester ça tout de suite. Ça va spoiler un petit peu le truc. Ah non, ça marche pas. Oh non. Alors, bah, on va en profiter pour mettre peut-être ça à jour. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Peut-être on va faire ça ainsi. Euh,
Désolé, mais bon, ne sont-ce pas les aléas du direct. Hum, hum, hum. Voilà. Hum, Ça marche. Ah, voilà. Voilà, voilà. Euh, ok. Ah, bon. Bon, ça déjà c'est pas mal. Où est ma tronche? Voilà. Je vais jeter un... Vous voyez ce truc là? Vous voyez ce qui se passe ici? Ou pas? Bon, vous le voyez, mais ça ne défile pas, n'est-ce pas? Chez moi ça défile, mais chez vous ça ne défile pas. Aïe aïe aïe, aïe, je le fais très mal. Oh, merde. Ça c'est un moment catastrophique. C'est le moment que tout le monde redoute. Bon, on va supprimer cela. Oui, on va. Ouais, c'est fixe, hein. Tout le monde, vous voyez bien que c'est fixe. Ah, alors, on va en essayer. Je suis sur OBS, ouais, je suis sur OBS en même temps. Et j'essaie d'ajouter une source de telle sorte que. Ah, ouais, en fait, je devrais plutôt faire une capture de fenêtre. Ainsi. Et là, je pense que ça va marcher. Voilà, il suffit que je mette ma tête par-dessus. Et ça devrait aller. Je suis vraiment désolé pour ce. Comment dirais-je? Pour ce contretemps. On met celui-ci par-dessus. Oh, mais pourquoi? Non. Alors, on va. Plutôt que de le mettre par-dessus, on va le mettre par-dessous. Hop, et voilà. Et là, ça bouge. Mais oui, là, ça bouge. Ok, c'est cool. Et voilà, et je me reviens. On te pardonne, toi, vous êtes vraiment gentil. Vous avez de la patience. Vous avez de la patience, mais j'ai fini. Euh, Tu vas éteindre Rock Hill ou le défendre? Je suis bouillant pour la discussion. Ah, il y a des gens qui connaissent déjà ce drama. Voilà, je vais faire un petit peu l'introduction. Et là, j'ai envie de commencer en me vantant. Enfin, pas en me vantant, mais comment dire, en vendant t'es le boss. Merci, merci, franchement. Je suis trop, comment dire, humbled par la force que je reçois ici. C'est grave gentil. Euh, alors, chers amis, voilà, je vais faire une petite présentation. POV, ton prof qui galère avec le vidéoprojecteur, exactement. Franchement, c'est exactement la vibe que j'ai eue. Franchement, la même gênance. Enfin, vous connaissez, hein, c'est désagréable. C'est désagréable pour moi, mais je pense que c'est encore plus désagréable pour vous. Mais bon, c'est pas grave. On se rappelle de ton cœur, de ton coup de gueule légendaire chez Wissam. Ouais, c'était ça la petite rêve pour les anciens, ceux qui connaissent ce truc-là, c'était la petite blague. Mais en vrai, on va parler un peu du même sujet. Et voilà, je voulais me vanter, pas me vanter, mais comment dire. Je pense que pour faire ce stream-là, où on va parler, comment dire, d'un débat en ce moment qui existe notamment dans le web gauchiste aux États-Unis au sujet du marxisme occidental et au sujet du livre de Gabriel Rockhill, Who Paid the Pipers of Western Marxism. Je pense que je suis la meilleure personne au monde. Non, pas au monde, pardon, excusez-moi, c'est complètement con. La meilleure personne en France, ça c'est sûr, pour faire cette petite discussion, ce petit commentaire de l'article qui vient de paraître, pour dézinguer Rockhill. Parce que non seulement je connais les thèses de Rockhill depuis longtemps, mais surtout, j'ai été le collègue de Gabriel Rockhill à l'université Villanova à Philadelphie. Donc, on a fait plein de réunions ensemble, de collègues, etc. Et dans la vraie vie, en plus, il est grave gentil. On a passé Thanksgiving ensemble. Il a eu la gentillesse de m'inviter pour Thanksgiving.
Donc, de base, j'ai vraiment plutôt un bon contact avec lui, même si je pense que politiquement, il y a plein de trucs qui sont pas exactement raccords entre nous. Mais le truc, c'est que je le connais. Voilà, je le connais. Et quand il y a des attaques ad hominem qui vont être faites sur lui, parce que je sais qu'il y en a tout le temps, il y a tout le temps des attaques ad hominem sur Gabriel Rockhill, voilà, je pourrais utiliser mes connaissances, on va dire, personnelles de Rockhill pour savoir si c'est un peu vrai ou un peu faux. Mais le truc, c'est que j'ai vraiment pas envie de jeter Rockhill sous le bus, au sens où, voilà, j'ai vraiment rien contre lui personnellement. Et après, c'est comme dans toutes les universités, j'ai entendu des choses bien sur lui, j'ai entendu des choses très mauvaises sur lui de la part des étudiants. Il y en a des étudiants qui l'aimaient beaucoup, il y avait des étudiants qui le détestaient. Personne n'est indifférent face à Gabriel Rockhill. Et ce qui n'est pas du tout étonnant, et c'est pas non plus étonnant qu'il y ait des gens en France aussi qui ne l'aiment pas du tout, etc. Mais déjà, parce qu'à cause de son apparence, je pense qu'il y a un truc. Parce que c'est vraiment un Tchad, quoi. C'est vraiment ce qu'on imagine être un Tchad, vous voyez. Un espèce de beau gosse comme ça. C'est un petit peu un claviculaire. C'est un claviculaire de 50 ans, quoi. La tête et la dégaine du type. Donc je pense qu'il y a des gens que ça peut agacer. Les polyglottes, etc. C'est un petit peu une espèce de Captain America de la gauche universitaire états-unienne. Et je pense qu'il y a des gens que ça peut un petit peu agacer d'avoir un type comme ça. Moi, ça m'agace pas du tout. Je trouve ça cool. Je trouve ça marrant. Ouais, c'est un peu un prof de Lux Maxing et de Stal Maxing, si j'ose dire. De Goulag Maxing aussi, à mon avis. Mais voilà, en plus, je connais un petit peu son lore. Hier, je parlais du fait que j'avais fait une intervention récemment au Café Marxiste, qui est un petit peu le lieu de discussion propre à la tendance à laquelle il se rattache en France, tout ce qui émane du PRCF, les éditions d'Elga, c'est-à-dire, voilà un marxisme à l'ancienne que d'aucuns décriraient comme des tankies, que d'aucuns décriraient comme des stalls, avec un côté un petit peu, on va dire, d'aucuns diraient social chauvin. Bon, c'est des épithètes, je suis pas forcément d'accord avec toutes, mais en gros, c'est ce qu'on dit sur cette tendance, surtout lorsqu'on est dans des versions du marxisme, du socialisme un petit peu plus libertaire. Et donc, comme, on va dire, j'ai frayé de près ou de loin avec ces différents trucs, ces différentes tendances, bah, je me sens à l'aise pour discuter de ces choses-là, non seulement du point de vue théorique, parce que, comme vous savez, voilà, ces questions du rapport, de la question du marxisme occidental, etc., c'est des choses sur quoi j'ai vite fait des trucs à dire, et aussi, bah, tout simplement parce que, voilà, une petite partie, on va dire, de l'arrière-cour, de ce qui se passe derrière le rideau, des coulisses, finalement, de tout cela, je connais. Je ne peux pas faire confiance à un Américain qui parle de marxisme, désolé. Oui, pourquoi pas, mais on ne peut pas non plus faire confiance à un Français qui parle de marxisme. On ne peut pas faire confiance à n'importe quel occidental qui parle de marxisme, c'est-à-dire n'importe quel pays où toutes les révolutions socialistes ont échoué. Mais je veux dire, pourquoi un Américain pire qu'un Français? Voilà, vous êtes tous des bandes d'impérialistes. Pardon. Non, mais il y a un truc, il y a un truc comme ça. Ouais, j'ai la nationalité US et j'ai la nationalité française. C'est-à-dire, j'ai deux raisons de ne pas parler de marxisme. Mais de toute façon, déjà personnellement, pour une petite note liminaire, une petite note introductive pour toutes ces discussions. Oh tiens, train de la hype niveau 1. Merci pour les personnes qui ont envoyé ce train de la hype. Rodarudus qui s'est abonné avec Prime. Lamcedo qui a pris un abonnement de niveau 1. Merci camarade. Merci camarade de, comment dire, de lancer un petit peu comment de lancer un petit peu ce live de niche sous les auspices de la hype. C'est extrêmement gentil. Merci Turbo Mouton. Turbo Mouton. Ça me rappelle l'époque du Covid, ça. Tu portes un masque, tu t'es vax. Sale mouton, sale mouton. Au niveau des recherches textuelles universitaires sur Marx, les USA c'est bien, mais il faut pas attendre d'eux des stratégies révolutionnaires. Ouais, ça c'est un petit peu le cas, c'est un petit peu ce que j'ai vu aussi à Philadelphie en voyant ces orgas révolutionnaires qu'il y avait là. Solarium, ah merci encore Solarium. Dès que je vois Solarium, déjà parce que son pseudo est trop bien, et ça me fait toujours plaisir. Soutenez le train du communisme, abonnez le pauvre camarade que je suis, mais oui.
Mox Folk, il faut abonner Mox Folk. Euh, Ce serait bien. Est-ce que tu apprécies le travail de Gabriel Rockhill sur les marxismes occidentaux? Bah, c'est compliqué, voilà, c'est ça le truc, c'est que c'est compliqué. C'est compliqué. Et je pense que ça va être ça l'objet de la discussion. Je crois, je n'ai pas lu l'article de A à Z, précisément pour me garder un petit peu la surprise. L'article que je vais vous soumettre, l'article, je crois que c'est de la revue des livres et des idées. Ça aussi, c'est intéressant parce que c'est quelque chose que je connais depuis longtemps. Une revue qu'ils ont tenté de relancer plusieurs fois. Il y avait une petite capsule de Lordon qui récapitulait un petit peu cette histoire-là, mais moi je m'en souviens parce qu'à l'époque j'étais jeune étudiant en philo à la fac, etc. Et je lisais ces trucs-là. C'était des grands journaux comme ça, et ils étaient, je sais pas, en format A3, je crois, carrément. Hein. Ils étaient, je crois, en format A3. Donc c'était des grands journaux avec dedans plein de, ben, notamment souvent des articles de Lordon, des articles de Yves Citon, des articles beaucoup de gens qui étaient un petit peu dans une gauche négriste, on va dire. Voilà ce qui tourne autour de Tony Negri, un opéraïsme revisité, fan de Spinoza, fan de Deleuze, ce genre de trucs. Et à l'époque, j'aimais bien ça. Aujourd'hui, j'aime beaucoup moins, comme vous le savez peut-être. C'est plus trop ma vibe. Mais voilà, c'était un petit peu ça. Il y avait souvent des critiques de Badiou, ce genre de trucs. Donc, c'est, comment dire, une publication française, intellectuelle, de critique théorique, de critique socialiste, qui, voilà, et historiquement, en tout cas, si je me souviens des anciennes éditions, historiquement, plutôt dans cet esprit du néo-opéraïsme, etc., de relecture contemporaine de Marx, à l'aune de Spinoza. Bon, une tradition française, quoi, une tradition assez française, celle d'Althusser, de Balibar, etc., etc., de Yann Moulier-Boutan, évidemment, un grand économiste de cette tendance-là, le théoricien du capitalisme cognitif. Voilà, je suis désolé de, comment dire, de drop comme ça, juste de name drop un petit peu. Oh, le train de l'hype continue, bravo, merci les camarades. Merci MC Kurdan de continuer ce train de l'hype et continuer si le cœur vous en dit, si vous aimez ces sujets-là. Si t'aimes pas trop Spinoza, tu vas te réconcilier avec la patte du team. Ouais, j'ai déjà entendu que la patte du team, ils aiment pas trop Spinoza, mais je suis pas du tout sûr que c'est sur les mêmes bases, sur les mêmes fondements. Après, c'est pas que j'aime pas trop Spinoza en vérité. Je veux dire, philosophiquement, si je mets simplement, comment dire, si je prends simplement ma casquette de prof de philo et que je vais enseigner Spinoza aux étudiants, je trouve ça génial. Je veux dire, la beauté formelle de cette philosophie me séduit comme elle séduit n'importe qui aime la philosophie, n'importe qui est vraiment un amateur, je dirais, de philosophie, qui est dans l'attitude contemplative, si je puis dire. Mais voilà, en tant qu'outil théorique, en tant qu'outil de critique sociale, en tant qu'outil, je dirais, d'analyse philosophique, bah, ça me semble pas très intéressant. Franchement, je vois pas pourquoi on devrait utiliser Spinoza si on veut parler d'affect. Bah, autant aller dans la tradition psychanalytique, quitte à la réinvestir, mais c'est infiniment plus riche que la manière assez naïve finalement dont Spinoza a proposé les choses, un petit peu mécaniste, etc. Bon, il y a des gens qui vont dire que c'est très subtil et tout. 100% on y est. Merci pour tout votre soutien. Merci beaucoup. Spleen l'ancien. Oh là, ça envoie comment dire, oui, le débat, c'est mobiliser les affects versus mobiliser la conscience de classe. Oui, si c'est ça le débat, c'est un peu nul comme débat, franchement, parce que la conscience, la conscience, si on la prend vraiment dans sa tradition, si on ne se tient pas juste à, comment dire, histoire et conscience de classe, comment dire, oh là là, ce philosophe hongrois, je suis vraiment désolé, en plus j'ai travaillé dessus, etc. Si on ne se tient pas à Histoire et conscience de classe de Georg Lukács, voilà, si on se tient pas à Histoire et conscience de classe de Georg Lukács, c'est quand même assez daté, même si c'est un chef-d'œuvre. Beaucoup d'auteurs qui ont après travaillé sur la question de la conscience, notamment dans la tradition radicale noire. Je pense aux écrits, par exemple, de Steve Biko. Eh ben, on a un concept de conscience qui vient de cette tradition, parce que Steve Biko a lu Marcuse, je ne pense pas qu'il a lu nécessairement Lukács, mais il a lu Marcuse, il a lu d'autres auteurs, etc., de cette tradition, de la tradition du marxisme hégélien, etc. Et donc, ce concept-là a été réélaboré au fil des générations, et donc, bon, si on s'en tient là, je pense que c'est pas très intéressant, aussi bien d'un point de vue philosophique que d'un point de vue stratégique, etc. C'est vraiment, comment dire, étanchéifier des catégories qui, si on fait un peu d'anthropologie philosophique, et même si on milite empiriquement, on voit bien que ce sont des choses qui sont liées, et que dans la conscience, bien entendu, qu'il y a des affects, et bien entendu que on doit penser.
la conscience et la conscientisation dans son rapport à l'inconscient. Et ça, c'est ce qu'on voit aussi bien dans l'école de Francfort que dans une grande partie de la tradition radicale noire, que dans un tas de dans un tas d'avancées théoriques du XXe siècle, en gros. Mais peut-être que ce sont des avancées théoriques que Gabriel Rockhill va rejeter. Je ne sais pas. Sarkozy, non, je ne pense pas que Sarkozy fasse partie de la tradition marxiste. Merci, Sis Is Igley. Waouh, c'est un nom technique. Oh, un nouveau record, le niveau 4 du train de l'hype. Ah bah dis donc, continuez franchement. Spinoza est un génie et d'une importance historique inégalée. Mais c'est vrai que du point de vue marxiste, ça n'a pas beaucoup d'utilité. Même au niveau des émotions et des affects, on fait mieux chez Vygotsky et d'autres dans une tradition marxiste. Voilà, je suis assez d'accord avec ça, même si voilà, moi je me situe pas nécessairement uniquement et essentiellement dans une tradition marxiste. D'ailleurs, voilà, c'est un truc que je voulais dire de manière liminaire. C'est qui Marcuse voilà, on va répondre à la question. Marcuse, c'est un philosophe qui est issu de la tradition de l'école de Francfort, qui, disons, poussé assez loin ce qu'on appelle le freudo-marxisme, c'est-à-dire l'hybridation des trouvailles de Marx et de celles de Freud, de la psychanalyse. Il a enseigné en Californie pendant la majeure partie de sa vie, après sa fuite de l'Allemagne suite aux persécutions hitlériennes à l'arrivée de Hitler au pouvoir, car étant à la fois juif et marxiste, il se doutait que ça allait chauffer pour ses petites fesses. Et beaucoup de penseurs de l'école de Francfort ou d'intellectuels juifs, d'ailleurs qu'ils soient libéraux ou, comment dire, marxistes, se sont enfuis, c'était aussi le cas par exemple de Hannah Arendt, se sont enfuis aux États-Unis, mais la plupart sont retournés, mais certains ont décidé de rester aux États-Unis, comme Hannah Arendt ou comme Herbert Marcuse, parce qu'ils se sont dit, bon, une fois qu'on m'a, comment dire, envoyé cette sauce nazie dans la gueule, j'ai pas envie de retourner, je préfère aller chez les Quinry, ce que je peux comprendre, même si, bon, les États-Unis n'étaient pas forcément moins racistes que les, comment dire, que les Allemands, mais moi je comprends très bien cette attitude, et effectivement, je veux dire, si je m'étais exilé, à cause d'un changement de régime fasciste, la première chose que je ferais, c'est qu'une fois que le régime a encore changé, c'est pas nécessairement de retourner en arrière. Je pense que j'aurais plus confiance dans le pays qui m'a accueilli que dans le pays qui m'a expulsé. Mais ça, ma foi, c'est juste ma petite opinion autobiographique, elle n'a pas grande importance. Donc tout ça, voilà, c'est des petits, c'est des petites. Est-ce que tu crois qu'il serait possible de mettre en place une bibliographie de ton stream? Ben, je pense que ce serait très, comment dire, ce serait très fastidieux, surtout que la plupart du temps, en stream, ben, je sais pas de quoi je vais parler avant de commencer. Enfin, là, je sais, c'est vrai que là, j'aurais pu faire une bibliographie un peu du stream, mais souvent, ce sont des références qui viennent, qui viennent un petit peu au fil de l'eau. Mais là, c'est vrai que je savais de quoi j'allais parler. Donc, on est encore un peu dans la préchauffe du stream, là. Où est-ce que je voulais dire, c'est que moi, ça me saoule un petit peu quand on parle de marxisme à toutes les sauces, dans un sens politique, car pour moi, le marxisme, c'est une tradition philosophique et pas une tradition politique. Le marxisme a autant de sens que le spinozisme, si vous voulez. Mais la tradition politique, c'est le communisme. Je veux dire, si on est communiste, si je puis me permettre, on n'en a rien à foutre de Marx, on n'en a rien à foutre de ce que Marx a dit. Bien sûr, ça peut être utile, ça peut être intéressant, mais Marx n'est pas censé faire autorité pour une pratique politique. Et c'est quelque chose, même si Foucault est le vendu que va nous expliquer Gabriel Rockhill, etc., etc., et je pense qu'il a en partie raison, il y a quelque chose d'assez juste que dit, je crois, Foucault dans Il faut défendre la société, pardon, dans Naissance de la biopolitique, lorsqu'il parle de la comparaison entre les échecs du marxisme et les réussites du libéralisme, c'est qu'il y a une tendance intellectualiste chez les marxistes à considérer Marx comme un manuel, et dès qu'il y a un problème dans la société, à dire oh, qu'est-ce que disait Marx, comme si le texte de Marx fait autorité. Il y a une espèce de textualisme dans la pensée marxiste qui est absolument hors de propos. Et ça, c'est quelque chose que les Black Panthers et, comment dire, Huey Newton dit à peu près la même chose. On a un rapport textualiste à l'analyse de la société dans le marxisme, comme si il devait y avoir une théorie qui provient d'un nom propre, ce que personnellement j'ai jamais compris. Je comprends tout à fait le fait que ce soit communisme, mais l'idée de parler d'une tradition communisme, mais marxisme, je veux dire,
C'est comme le darwinisme. En réalité, le darwinisme, c'est quelque chose de daté. Ce qui compte, c'est la théorie de l'évolution en général. La théorie de la relativité générale, ce n'est pas l'einsteinisme, c'est juste un morceau de l'histoire de la physique théorique, etc. Mais on reste bloqué comme ça, comme des éternels étudiants, à cette obsession de parler de marxisme, parce que Marx, c'est bien, et on reste comme ça à se branler sur un nom propre. Et je pense que c'est une attitude extrêmement puérile, finalement. Même si c'est un grand philosophe, etc. Mais pourquoi est-ce qu'on est censé être marxiste et pas quid du léninisme? Ouais, c'est un, le truc avec le léninisme, c'est que ça se réfère immédiatement à une période historique particulière et à l'action politique de Lénine. De même pour le maoïsme, de même pour le stalinisme. Ce sont des choses qui sont finalement inscrites dans l'histoire, au même titre qu'on parlerait du gaullisme, quoi. Bon, le gaullisme, c'est avant tout de Gaulle, et bon, les gens qui s'en réclament, c'est la même chose. Le problème avec le marxisme, c'est que c'est censé être une sorte de non fourre-tout pour la totalité de la production intellectuelle, théorique, pratique, gouvernementale, de l'histoire du communisme. Et à mon avis, c'est pas quelque chose de très productif. Mais après tout, qui suis-je pour bouleverser une tradition absolument gigantesque? Merci de m'avoir aidé à atteindre le stade de 1900 followers. C'est absolument inespéré. Merci beaucoup. Oui, les gens qui parlent de Marx comme si c'était Jésus, voilà. Après, c'est un petit peu, comment dire, je suis loin d'être le premier à faire ce coup de gueule, mais je suis étonné, vraiment. Pour moi, vraiment, it gives a little baby energy, quoi. C'est un truc, j'ai l'impression que, oh, mon petit Marx, j'aime mon petit bouquin de Marx. C'est pas ça, c'est pas ça qui compte. C'est vraiment pas ça le plus intéressant. On en a rien à foutre finalement. C'est pas qu'on en a rien à foutre, mais ça devrait être de la culture générale. Ça ne devrait pas être un plan d'action de savoir ce qu'a dit Marx. On aurait davantage intérêt à étudier les stratégies organisationnelles de l'histoire des différentes organisations politiques, des différentes révolutions, etc. Ce que font certains. Mais je pense que c'est beaucoup plus intéressant que d'étudier de près les textes de Marx, les concepts de Marx, les grands concepts de Marx, la baisse tendancielle du taux de profit, l'exploitation, etc. Vous pouvez les apprendre en quelques heures. Après, c'est un travail philosophique que je ne méprise absolument pas que d'aller voir les textes de Marx. Au contraire, c'est quelque chose qui me passionne absolument. Mais en termes de formation politique, je pense que ça n'a pas grande valeur. Je pense que c'est un travail d'érudition, un travail d'érudition que personnellement j'aime, mais que je ne recommanderais pas à de jeunes militants, à de jeunes activistes. Je ne vois pas trop, comment dire, à quoi c'est censé être utile. Même s'il est vrai que, comment dire, lorsqu'on est Lénine, lorsqu'il part en exil, Lénine, il va étudier à fond les textes de Hegel, etc. Ça, c'est très beau. Mais c'est parce que Lénine est un artiste, finalement, de la politique. C'est pour ça que j'aime tellement, j'aime tellement Lénine. C'est son côté artistique, son côté, comment dire, inspiré, n'est-ce pas? Son côté presque derviche tourneur de la politique qui me plaît chez ce cher Lénine. Bref, euh, camarades, je crois qu'il est temps de peut-être commencer à, hop, nous déplacer vers, vers le texte que j'entendais que nous commentions aujourd'hui. Alors j'avais présenté cette fameuse revue des livres et des idées, donc qui est une sorte de reviviscence de revue de gauche, comme je disais, de tendance à la fois marxiste, spinoziste, et à l'époque en tout cas inspiré beaucoup par Tony Negri. Après Tony Negri et tout ce courant néo-opéraïste ont un peu moins de buzz aujourd'hui qu'ils en avaient à l'époque, donc je ne sais pas si c'est toujours la ligne qui est poussée par, par cette revue, mais c'est de cela, c'est de cette tradition-là que provient que provient cette revue. Et donc, elle a été relancée il y a vraiment très très peu de temps. Donc, finalement, c'est un petit peu l'occasion pour nous aussi d'en faire la publicité. Allez lire la revue des livres et des idées qui vient d'être relancée. Si vous voulez du contenu théorique, marxiste, digeste, etc., eh ben, je pense que c'est une bonne adresse, me semble-t-il, pour les quelques articles que j'ai pu voir ici ou là, et en tout cas qui amène de l'eau au moulin du débat. Et donc, nous avons ici un article qui est une traduction de l'anglais, le complot du marxisme occidental. Donc, ce que je vous propose que nous fassions, c'est tout simplement de le lire ensemble. Et voilà.
J'ai rajouté le chat ici. Bon, il n'est pas très lisible malheureusement à cause du côté blanc sur blanc. Je m'en excuse. Mais voilà, oui, ça rend le truc un petit peu difficile à lire. Mais c'est pas grave. Un livre paru au début en fin d'année dernière. Oh là, première ligne, ils ont pas assez bien relu. Donc on ne sait pas si c'est au début de l'année dernière ou en fin de l'année dernière, mais bon, peu importe. Suscite un vide émoi au sein de la gauche américaine et britannique. Son auteur, le philosophe Gabriel Rockhill, y accuse les représentants de la New Left et Herbert Marcuse en particulier de complicité avec la CIA. Première parenthèse, ça c'est quelque chose qui m'étonne, mais après c'est peut-être l'avancée de ses recherches, mais en tout cas, à l'époque où Rockhill discutait de son écrit à Villanova, etc., qui faisait des conférences et qui prenait la parole dans les colloques, etc., il n'était pas sur cette ligne-là encore. Donc c'est assez intéressant de voir aussi l'évolution de son travail, l'évolution de son écriture, car à l'époque, il soutenait plutôt la figure de Herbert Marcuse en tant que celui qui a formé Angela Davis, qui était la grande militante noire, non pas des Black Panthers, mais du Parti communiste des États-Unis. Donc je pense que ça plaît davantage à Rockhill. Et aussi en tant que quelqu'un qui a eu des positions relativement anti-impérialistes contre la guerre du Vietnam, etc. Et il disait que Marcuse finalement sauvait un petit peu l'honneur de l'école de Francfort comparé à des gens comme Adorno, etc., qui eux étaient vraiment complètement achetés par les États-Unis. Mais il semblerait qu'en avançant dans ses travaux, Gabriel a fini par dire que Marcuse c'était également de la merde, qu'il n'était pas beaucoup mieux que les Foucault, les Adorno, etc., c'est-à-dire des auteurs un petit peu cooptés selon lui par la CIA, par l'impérialisme états-unien. Donc c'était la première surprise que j'avais eue, car moi j'étais resté finalement à une mouture précédente où il disait que, bon voilà, Marcuse c'est peut-être pas parfait, mais au moins lui, il était quand même, depuis le cœur de l'impérialisme états-unien, il était quand même un critique interne de cette situation-là, et il semblerait que ce n'est plus la position que défend aujourd'hui Gabriel. Certains et certaines saluent un ouvrage qui appelle à renouer avec un marxisme authentique. D'autres estiment qu'il est de mauvaise foi, insondablement creux et vide, et vise avant tout à réhabiliter les pays du socialisme réel. Russell Jacoby se range dans la seconde catégorie. Oui, on l'avait compris. Parce que, à partir du moment où la première phrase est oui, il cherche à réhabiliter un marxisme authentique, et la deuxième proposition, c'est creux, insondablement creux, de mauvaise foi, et réhabiliter les pays du socialisme réel. Après, ce dernier truc, déjà, ça dit déjà tout de la position. Réhabiliter les pays du socialisme réel. Comme si ces pays avaient été absolument et radicalement, déchus de toute dignité et qui avaient nécessité de les réhabiliter. Ça déjà, ça veut tout dire. Ça veut dire que nous avons en face de nous un auteur qui considère que les pays du socialisme réel, l'Union soviétique, la Chine et d'autres, sont des pays qui sont simplement de purs et simples échecs. Et ça déjà, c'est quelque chose qui... voilà, me pose un petit peu problème. Et je pense, d'un point de vue décolonial, etc., devrait nécessairement nous poser problème. Il y a déjà là une orientation qui me wrap the wrong way, si j'ose dire, me fait... voilà, je vais zoomer un petit peu afin de faciliter notre lecture à toutes et à tous. Voilà. Donc l'ouvrage de Rockhill s'intitule Who Paid the Pipers of Western Marxism. C'est une référence à un autre livre, pardon, ça fait longtemps que j'avais vu ça, j'aurais peut-être dû réviser avant, mais en gros c'est une expression qui signifie, en gros, qui paye la note, quoi, qui paye la note, qui est derrière économiquement la montée de ces marxistes-là. Ouais, c'est pour ça qu'il y a ce titre, n'est-ce pas, de complot du marxisme occidental, car c'est effectivement un titre qui a un petit peu des tonalités complotistes, mais je pense que, Gabriel joue de cela. Donc vous l'aurez compris, à présent, j'ai plutôt,
là d'emblée, après avoir lu l'introduction, j'ai d'emblée tendance à dire là je vais plutôt être du côté de Gabriel, quoi. Je suis désolé, je vais être plutôt du côté de Gabriel parce que cette défense échevelée du marxisme occidental, alors encore une fois je le répète, qu'il a absolument tout échoué, qu'il n'a jamais réussi une révolution, et le fait qu'on l'aime pour ça, on l'aime pour ça, c'est le loser magnifique, c'est le pouli d'or finalement de la politique, ça m'insupporte. C'est vraiment une attitude qui me dégoûte profondément, et si c'est vraiment ça la ligne qui est adoptée, je pense que ça va vraiment me faire chier. Après, le problème que j'ai avec Gabriel Rockhill, c'est son côté Delga, son côté, PRCF, c'est-à-dire cette espèce de réhabilitation de l'universalisme, des Lumières, etc. Le peu d'intérêt qu'il témoigne à la tradition radicale noire, ou en tout cas, il s'intéresse à la tradition radicale noire uniquement en tant que petite variation du marxisme, d'un marxisme général et générique. Et voilà, ce sont des attitudes que je trouve, historiographiquement extrêmement contestables et qui témoignent de l'attitude générale des marxistes blancs et de la gauche blanche lorsqu'il s'agit de cette tradition. Ils la considèrent simplement comme une note de bas de page de leur propre histoire. Et je sais aussi que, par exemple, il enseignait le premier livre, alors qu'il avait été traduit récemment en anglais, de Boutelja, les Blancs, les Juifs et nous dans son cours, uniquement pour défoncer ce texte. Alors moi, je suis vraiment pas un très grand fan de ce bouquin-là, mais je pense que les critiques que j'ai à lui apporter sont extrêmement différentes des critiques anti-décoloniales et anti-identitaires que, d'après ce que m'avaient rapporté certains étudiants, pouvaient y adresser Gabriel. Donc voilà, je peux dire que moi, ce qui me pose problème, c'est que je serais probablement d'accord avec une bonne partie de ces attaques du marxisme occidental. On va voir ensemble ce que c'est grâce au texte, mais que, je dirais, son désintérêt de la question raciale, sa tendance à la mésestimer ou simplement à la rabattre sur la question de classe, me semble témoigner de certains manques de connaissances historiques et de certains manques de connaissances des analyses de la pensée socialiste et communiste noire, qui est loin de se limiter simplement à une adoption des principes du marxisme. Mais ça, c'est une discussion qu'on peut prolonger aussi à partir de l'ouvrage dont j'ai parlé hier, le dernier ouvrage paru de Mathieu Renaud, où il analyse pas mal de ces moments de tension entre questions raciales, questions coloniales, question anticoloniale et marxiste. Donc, commençons le texte. Désolé pour cette introduction de l'introduction de l'introduction. Peut-être vais-je jeter un coup d'œil au chat. Pardonnez-moi, à cause de mon setup et de la blancheur du fond, j'ai peine à lire le chat. Enfin, je ne peux pas du tout lire le chat en réalité. En tant que... Il n'aime pas Cedric Robinson, ni l'afro-pessimisme. Oui, voilà, c'est ça, c'est évident. Bien sûr qu'il déteste tout ça. Mais oui, c'est... Ah si, j'ai trouvé une manière de... Non, j'ai pas une manière de mettre le chat en même temps, pardon. Mais ça, on pourra peut-être en parler plus tard. Toutes les vieilles conneries des années 30 reviennent. Les salades sur la ligne de classe, le rôle des classes ouvrières, les cadres formés, le parti d'avant-garde, la littérature, la dictature du prolétariat. Moi, j'aime bien tout ça. Tout ça revient, et sous une forme plus grossière que jamais. Écrivait en 1969 l'anarcho-écologiste Murray Bookchin dans un pamphlet intitulé « Listen Marxists ». Oui, bon, tu nous balances un anarchiste là pour critiquer les marxistes. Bon, vieille querelle picrocoline, oui, bien sûr, c'est tout ce que les anarchistes détestent. What's the point? Si c'est pour faire un débat entre les anarchistes et les marxistes, on en a rien à branler, franchement, c'est pas intéressant. Certaines de ces formules, on ne les entend plus guère. Mais ce dont s'inquiétait Bookchin, il y a près de 60 ans, semble se rejouer sous nos yeux. Retour des slogans marxistes-léninistes. Éclipse de l'esprit de la New Left, la nouvelle gauche. Alors, je sais pas ce qu'il entend par nouvelle gauche, parce que si c'est la New Left au sens de Tony Blair, j'imagine que ce n'est pas ça, mais plutôt au sens un autre sens britannique de la New Left Review. Je ne sais pas. Un livre récemment publié par un éditeur socialiste, Who Paid the Pipers of Western Marxism, qui a payé les fifres du marxisme occidental, le confirme. Son auteur, Gabriel Rockhill, y oppose les prétendues vertus d'un marxisme d'inspiration soviétique aux prétendus échecs des intellectuels de la New Left, tout particulièrement ceux de l'école de Francfort.
les prétendus échecs des intellectuels de la Nouvelle. Pourquoi prétendus échecs? Je veux dire, où est le marxisme? Où est le socialisme en Europe? Je veux dire, il y a eu des réussites de ces marxistes-là. La réussite, c'est qu'ils sont enseignés dans les universités, on les connaît, ils ont inspiré des films, etc. Mais en termes de réussite politique, elles sont inexistantes. Inexistantes. Je veux dire, tout dépend de ce qu'on entend par réussite. Et est-ce qu'ils sont aujourd'hui comme ce que peut être Mark Fisher, c'est-à-dire une sorte d'inspiration pour la politisation des jeunes, etc. Non, pas du tout. Je suis désolé. Si on me dit, et encore une fois, ce sont des odeurs, des odeurs. Voilà, ça c'est une odeur que j'adore. Mais ce sont des auteurs que j'aime beaucoup. Je veux dire, j'ai beaucoup lu Adorno, j'ai un peu lu Marcuse, c'est vrai. J'ai lu Horkheimer, les auteurs de l'école de Francfort, je les ai lus et j'aime lire ça. Je veux dire, c'est des trucs intellectuellement qui me nourrissent. Mais pas besoin, pas besoin de fétichiser cette chose-là. On peut aimer quelque chose pour la qualité de sa discussion dialectique, l'invention de la dialectique négative, ou plutôt la formulation de la dialectique négative chez Adorno, c'est quelque chose que je trouve philosophiquement et spéculativement merveilleux. Mais pour autant, est-ce que je considère que politiquement ça a apporté quoi que ce soit? Non. Je veux dire, ça apportera quelque chose le jour où on réussira à l'adapter d'une certaine façon en théorie ou en pensée sociale. Et quelqu'un qui a d'une certaine façon adapté la dialectique négative dans ce sens-là, c'est par exemple le Sud-Africain Steve Biko dont je parlais tantôt, parce que pour moi, sa pensée c'est une forme de dialectique négative. Il l'a bien fait. Et lui, c'était un militant, un activiste. Bref, et ben, le truc, c'est que c'est plus occidental quand ça devient intéressant. Bref, tout particulièrement l'école de Francfort. Sa critique, toutefois, ne rend pas justice à son sujet. Elle use de l'insinuation et de la culpabilité par association pour s'attaquer à la réputation de ses penseurs. Oh là là, la réputation. C'est pour ça que j'ai dit sur Instagram qu'on allait rentrer dans du drama. Là, on est là. En ce sens, non. En ce sens, Rockhill est un marxiste-léniniste à la sauce Donald Trump. Il utilise tous les moyens possibles pour diffamer ses adversaires. Oh là 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 là. Dans la même phrase, vous traitez quelqu'un de diffamateur et vous le traitez de Donald Trump. Franchement, c'est pas une dinguerie. C'est pas le CSC du siècle, ça. Non, je suis désolé. Moi, je voulais faire, je vais pas dire l'arbitre, l'arbitre des élégances, etc. Je voulais vraiment pas adopter cette attitude, si vous voulez, dans ce débat. Je me suis dit, je vais trouver un petit peu, de bien à dire de tous les côtés, un peu de mal à dire de tous les côtés, parce que, voilà, je défends une position afro, une position panafricaniste, etc., qui est jamais discutée dans les débats, et on discute de marxisme occidental entre auteurs blancs, entre théoriciens blancs, etc. On dit, oui, les Noirs vont faire ça, les Asiatiques vont faire ça, etc. Et c'est en fait deux blancs, un d'Angleterre, un d'Amérique, des États-Unis, qui débattent pour savoir ce qu'on va faire, des pauvres petits nègres, des pauvres petits Asiatiques, des pauvres petits Latino-Américains, des pauvres petits rebeux, et voilà, ils se servent de nous comme des pions sur le propre échiquier de leur débat et de leurs égos. Mais là, je suis forcé de voir que c'est pas exactement ce qui se passe là. Je suis tenu pour le moment d'être 100% rallié à la cause de Rockhill dès le début. La captatio benevolentiae, si vous voulez. Encore, je fais mon petit Viktorovitch, mais le début d'un texte où on est censé happer la sympathie du spectateur, pour moi là c'est complètement du spectateur ou du lecteur, de l'auditeur, bref, est complètement raté là. Là elle est complètement ratée. Là je me dis désolé mais tu es un sale type quoi. Tu es un sale type de directement parce qu'on attaque les prétendus échecs de la Nouvelle de l'école de Francfort directement, c'est Donald Trump quoi. Ça ne me plaît pas. Mais peut-être qu'il va me donner tort. En tout cas je le souhaite. Aux origines de la New Left. La New Left apparaît, voilà, il nous explique ce que c'est, la New Left selon lui, apparaît à la fin des années 1950 à la confluence d'événements politiques et de transitions générationnelles. Les baby boomers arrivent alors à l'adolescence. La lutte pour les droits civils et le mouvement antinucléaire secouent la scène politique nationale. Ces mouvements prennent forme dans un contexte international tendu, marqué par la mort de Joseph Staline en 1953, et la dénonciation par Khrouchtchev de son prédécesseur en 1956, et les soulèvements dans le monde soviétique de Berlin à Budapest. Oui, Khrouchtchev, il dénonce son prédécesseur, mais en même temps,
il envoie les tanks à Budapest pour réprimer la révolution localement. Et je comprends un petit peu que ce type d'hypocrisie déplaise fortement à à quelqu'un comme l'auteur, comme Mr. Jacobi, l'auteur de ce texte. D'ailleurs, pour les personnes qui ne le savent pas, je pense que beaucoup le savent, mais on est là aussi pour rappeler parfois des évidences aux personnes qui sont moins versées dans le lore gauchiste. C'est à cause de Budapest 56, révolution écrasée par les chars russes de Khrouchtchev, qu'on parle des tankies, car ce terme de tankies qu'on utilise pour désigner familièrement les staliniens désigne traditionnellement les marxistes occidentaux qui encourageaient l'envoi des chars par Khrouchtchev. « Send the tanks », disait-il. « Send the tanks, send the tanks, send the tanks ». Écraser ces marxistes hérétiques et donc envoyer les tanks. Et donc les tankies, c'est en gros ceux qui défendront l'URSS quoi qu'il arrive et qui ne reculent devant aucun recours à la violence, et notamment une violence que eux-mêmes ne pratiquent pas, mais qu'ils qu'ils aiment quand elle est pratiquée par un gouvernement qu'ils soutiennent pour réprimer toute dissidence. Voilà, c'est un peu ça le lore de ce concept de tankies quand on l'utilise. Et donc voilà, on se place ici dans toute cette tradition, dans toutes ces vieilles disputes propres à l'histoire de la gauche socialiste mondiale. Les révoltes ouvrières contre les États ouvriers sont réprimées par les troupes soviétiques. Ces événements mettent fin aux espoirs militants de gauche plus âgés, de militants de gauche plus âgés pour qui l'Union soviétique représentait encore une inspiration révolutionnaire. Chez les plus jeunes enquêtes de modèle, le marxisme soviétique ne suscite guère d'enthousiasme. Les jeunes intellectuels de gauche, qui se forment dans ce contexte, sont à la recherche d'un marxisme moins rigide. Ils étudient les écrits du jeune Marx et les premières critiques du marxisme russe, celles par exemple de Rosa Luxembourg. Ils reviennent au marxisme occidental et l'inventent en partie. Voyez, c'est intéressant ce contexte-là, puisque ça fait partie des choses, bien entendu, que je critique. On est dans cette dispute entre un marxisme oriental, n'est-ce pas, incarné par l'Union soviétique et les débuts de la Chine socialiste, et d'autre part, un marxisme occidental qui serait celui de ces intellectuels qui sont extrêmement critiques, etc. Mais on est dans la même conjoncture politique que celle des décolonisations, non seulement en Asie, mais également en Afrique noire. Si mes souvenirs sont bons, c'est en 56 ou en 58 que, je dirais plutôt en 56, que le Ghana obtient son indépendance avec Kwame Nkrumah qui est le premier président, qui commence à élaborer une théorie socialiste. Et beaucoup de pays suivent. Il y a un socialisme africain, beaucoup de débats sur le socialisme africain qui sont présents. Je me suis intéressé à ces sujets-là. Peut-être que ça pourra faire l'objet d'autres discussions, probablement finalement au cours des nombreux lives qui nous restent probablement à partager ensemble. Mais nous avons là, un débat finalement européen, car pour oriental qu'il soit, le marxisme russe est tout de même fait partie de l'espace intellectuel, historique et politique européen. Moscou fait partie de cet espace européen. Et donc, nous avons là un débat finalement sur un marxisme, un socialisme amputé d'une grande partie de ses possibilités, d'une grande partie de ses expressions historiques, et c'est ça qui m'ennuie toujours dans ce type de débat. On pense être internationaliste, on pense parler du monde entier, mais en fait, ce n'est qu'un débat entre Paris et Moscou. L'expression marxisme occidental remonte aux années 1920. Il s'agit d'abord d'une insulte brandie par les porte-paroles soviétiques à l'encontre de certains marxistes européens qu'ils accusent d'être trop philosophes et trop investis dans les idées de Lénine, la construction du parti d'avant-garde. Le terme prête à confusion, puisque la ligne de démarcation renvoie moins à la géographie qu'aux idées. Oui et non. L'Occident, en effet, ne manque pas de marxistes soviétiques, tandis que les marxistes occidentaux dissidents apparaissent au cœur même de l'Union soviétique. Bon, je vois ce qu'il veut dire, mais en gros, le problème de cette astuce rhétorique, c'est que
En somme, ce qu'il dit là, c'est que ce qu'on appelle marxistes occidentaux, c'est les marxistes intelligents, et ce qu'on appelle marxistes soviétiques, c'est les marxistes complètement débiles, qui se contentent de suivre la ligne du parti, et qui réfléchissent pas du tout de façon critique. Voilà quand même beaucoup d'outils rhétoriques, de grosses ficelles rhétoriques, un petit peu lourdingues, qui visent à nous faire accepter d'emblée, sans avoir bien argumenté, que les marxistes occidentaux, c'est ceux qui font de la philo, ceux qui sont malins, ceux qui ont une liberté d'esprit, etc. Alors que les marxistes soviétiques, c'est ceux qui obéissent à Khrouchtchev, ceux qui se branlent sur le léninisme, ceux qui se branlent, pardon, pas sur le léninisme, parce que le léninisme, il a dit que c'était bien, excusez-moi, ceux qui se branlent sur le stalinisme, etc., etc. Il y va vraiment avec ses gros sabots. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il y va vraiment, vraiment avec ses gros sabots dans sa rhétorique. Toutefois, le terme recouvre également des contrastes réels entre les versions européennes et soviétiques du marxisme. Les Européens réfléchissent aux différences séparant un Occident industrialisé et doté d'une classe ouvrière nombreuse d'une part, et d'autre part, une Russie agraire, comptant moins d'ouvriers et davantage de paysans. L'Ouest, estime-t-il, a plus besoin d'une avant-garde intellectuelle que d'un parti d'avant-garde. Oh bah dites donc. Ah, bah oui, les profs d'université qui élaborent cette théorie, élaborent la théorie pour dire que finalement la classe ouvrière, de quoi ils ont besoin? Bah de même. On n'a pas besoin d'un parti d'avant-garde avec, mené par la classe ouvrière. Ce dont on a besoin, c'est d'intellectuels qui savent vraiment de quoi ils parlent. Moi, Norman Ajari, vous savez de quoi la classe ouvrière a besoin? Bah de Norman Ajari, figurez-vous, parce que j'ai bac plus 8, bande de trous du cul. C'est quand même un peu gros. Bref, j'y reviens. Mais ils vont me faire envoyer des lettres d'amour à Gabriel. Ah, mon pote, comment ça va? Oh là là, qui sont cons les marxistes occidentaux. Aïe, viens, on va manger, de la bouffe jamaïcaine ensemble. On va se réconcilier. C'est pas grave si t'aimes pas le parti des indigènes de la République. On s'en fout. On va hate sur leur gueule ensemble. Franchement. L'Ouest, estime-t-il, a plus besoin d'une avant-garde intellectuelle que d'un parti d'avant-garde. L'enjeu en Occident est moins la subversion de l'État que celle de la culture bourgeoise qui a séduit les populations. Bah oui, bien sûr. Et la subversion de la culture bourgeoise, c'est Adorno, le bandeur de musique atonale, qui va nous l'apporter. Il se fout un petit peu de notre gueule. Pardon, je perds mon calme, je crois. Des expériences historiques différentes sous-tendent les trajectoires intellectuelles divergentes. D'un côté, le succès de la révolution russe, de l'autre, l'échec des révolutions dans les pays européens de la Première Guerre mondiale. Bah oui, mais je suis désolé, moi j'aime bien les victoires et j'aime pas les défaites. C'est pour ça que je m'intéresse à ce qui a gagné. Oui, c'est aussi peut-être mon côté américain. Oui, j'aime bien la défaite. Je préfère, m'intéresser à la victoire de Lénine que à la défaite de Rosa Luxembourg, quand bien même elle aurait été lue par Adorno et que ça écoute Schoenberg en lisant les textes de Rosa Luxembourg. Mais c'est très intéressant, Rosa Luxembourg, je ne dis pas le contraire, mais je veux dire, le problème, mais ça c'est l'un des grands problèmes du marxisme occidental, vous voyez, c'est une rhétorique qui considère la réussite de la révolution russe comme un scandale. Et c'est ça qui rend fou aussi les gens comme Gabriel Rockhill, et je comprends très bien. Il reproche à la révolution russe d'avoir réussi. Et il dit, mais nous, on s'intéresse plus à nos échecs, etc. et on se branle sur nos échecs. Mais c'est quand même de la névrose, ça. C'est quand même de la névrose. Comme le résume un marxiste néerlandais en 1927, de 1918 à aujourd'hui, tous les chapitres de l'histoire européenne pourraient s'intituler « La défaite de la révolution ». C'est exactement ça. Et cette expérience de défaite nourrira le marxiste occidental dans les décennies suivantes. Bah oui, nourrissez-vous de votre défaite, bouffez votre défaite, gavez-vous de votre défaite, vous êtes gavé de votre propre défaite et vous êtes heureux de ça. Mais c'est quand même une dinguerie. Et lorsqu'on parle, du marxisme soviétique, c'est pour dire que c'est terrible, etc., que c'est scandaleux, que le simple fait d'avoir gagné, c'est absolument terrible. Mais c'est normal qu'on devienne fou et qu'on n'aime pas ce type de paradigme. C'est quand même logique. La génération des baby boomers, déjà je vois la génération des baby boomers, je sais que je vais détester. Je sais que je vais leur pisser à l'arrêt. Ça c'est clair et net. La génération des baby boomers s'empare de l'héritage d'un marxisme occidental moins autoritaire et dogmatique, que le marxisme soviétique. Les intellectuels de la New Left et leur revue Studies on the Left, Radical America, New Left Review,
Telos cherche à repenser, excusez-moi, j'ai fait une fausse manœuvre, cherche à repenser la tradition marxiste. Oui, ben, ça, grand bien leur face, franchement. Je pense que, voilà, comme projet intellectuel, c'est certainement une très bonne chose. Au fil de ce projet, ils redécouvrent non seulement les écrits du jeune Marx, c'est vrai qu'ils ont été découverts tardivement, et j'avoue que moi aussi, je veux dire, c'est là aussi, philosophiquement, mais même politiquement, j'aime beaucoup les manuscrits de 1848. Je trouve que c'est vraiment un beau texte philosophique et politique, etc. J'ai certainement pas, comment dire, hate sur cette tradition du marxisme, qu'on appelle parfois marxisme humaniste, etc., que les althusériens détestent. Mais moi, je trouve ça, voilà, je trouve que ça, ce sont des textes qui ont vraiment beaucoup, beaucoup de qualité. Si vous voulez le lire, malheureusement, c'est la traduction la plus chère, mais c'est vraiment une très, très bonne traduction, la traduction de Frank Fischbach aux éditions Vrin, parce que la traduction qu'on trouve en Granier Flammarion, elle est vraiment moche, c'est désagréable à lire, c'est mal foutu. Donc essayez de lire la traduction de Fischbach des manuscrits de 1840, ah, 44 ou 48, à chaque fois j'oublie, pardon, 48 je crois. Manuscrit économico-philosophique, blablabla. C'est 44. Ah oui, d'accord, excusez-moi. C'est un... et pardon, je reviens sur Twitch pour voir là, parce que là, je dois plisser mes yeux pour voir ça. 44, 48, c'est le manifeste. Ouais, bah, merci, pardon. Rodarodus, merci Rodarodus, pour ta fine marxologie qui ici est bien utile, dans ce panier de crabes qu'est la tradition marxiste. Merci pour le fact-checking. Donc voilà, je vous conseille de lire ça, de lire ces manuscrits de 44. C'est vraiment un chouette texte. Après, c'est peut-être un peu philosophique. Peut-être que ça suppose quelques connaissances préalables de Hegel, un petit peu, je ne sais pas. Mais moi, c'est un de mes textes préférés. Pour moi, un des grands textes de l'histoire de la philosophie, un des textes qui me touche, et un des textes que je trouve super intéressant. Voilà. La génération des baby boomers, mais je fais chier avec ces baby boomers, voilà, ils ont fait ça. Au fil de ce projet de créer des revues, de relire les textes oubliés de Marx, les écrits du jeune Marx, mais aussi les intellectuels de l'école de Francfort, qui ont ouvert une voie entre un marxisme soviétique trop étroit et une social-démocratie mollassonne. Mais j'ai du mal à voir ça comme ça, vous savez, parce que le projet de l'école de l'école de Francfort, vous prenez ne serait-ce que la bibliographie, excusez-moi, d'Adorno. Qu'est-ce que vous avez là-dedans, les grands textes d'Adorno? Vous avez sa théorie esthétique, vous avez tout un tas de critiques littéraires, de critiques, de textes brefs un petit peu, de critiques artistiques, etc. Vous avez son projet philosophique et métaphysique qui est ce texte merveilleux qui est la dialectique négative. Vous avez plein de trucs comme ça. Mais où est-ce que dans tout ça, vous avez une ouverture d'une voie entre un marxisme soviétique étroit et une social-démocratie mollassonne? Il parle à peine de politique, très sincèrement. Oui, il y a ce texte, voilà, si fascinant, mais c'est un texte du moment qu'il écrit pendant la guerre, avec Horkheimer, la dialectique des Aufklärung, la dialectique de la raison, dialectique des Lumières. En français, c'était traduit dialectique de la raison. Texte assez magistral aussi, que vraiment, que j'adore. Vous voyez, j'aime ça. Voilà, c'est une philosophie qui me parle, que je trouve qui met une vitesse à tout le spinozisme, etc., qu'on a bouffé et rebouffé en France. Mais ce n'est pas une voie moyenne entre une social-démocratie mollassonne et un marxisme soviétique. C'est une critique de la culture, c'est une philosophie, une repensée de la dialectique, etc. Mais ce n'est pas un projet politique. Il n'y a quasiment pas une once de projet politique là-dedans. Il n'y a pas une manière pour un militant de s'approprier ça et coucou petit fantôme. De s'approprier ça et d'en faire quelque chose politiquement. Je suis désolé. Je suis désolé. Et c'est pour ça que en 68, quand les étudiants ont commencé à se révolter dans les universités allemandes, ils ont fait la misère à Adorno. Parce qu'ils voyaient bien qu'il n'y avait pas de débouché politique. Bref. Et quand ils parlent de politique, c'est pour dire c'est bien les États-Unis, etc., etc. Je veux dire, ça c'est un fait aussi quand même. Dans les années 1920, un certain nombre d'intellectuels avaient fondé à Francfort l'Institut de recherche sociale. Au milieu des années 1930, presque tous,
menacé à la fois parce que juif et de gauche, oui, c'est ce que je vous disais tantôt, puis l'Allemagne pour les États-Unis. Ils y mènent leurs recherches de façon assez confidentielle jusqu'aux années 1960. Oui, ils ont fait... Voilà, il y a les textes d'Adorno, les textes qui sont intéressants encore aujourd'hui, hein, à l'ère du fascisme, etc., sur la personnalité autoritaire. C'est des choses intéressantes, vraiment. C'est-à-dire, c'est des gros malins, il faut pas croire que c'est de la merde. Je veux dire, là, le monde de la recherche, le monde de la philosophie, le monde des sciences sociales ont leur dignité. Et comment dire, le marxisme est une méthodologie intéressante dans ces domaines-là. Mais de là à dire que c'est une solution politique, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Lorsque j'écris la dignité ou la mort, je suis pas en train de me dire que ça va mener à une révolution. C'est complètement con de penser comme... Ah, excusez-moi. Jusque dans les années 60, période où Herbert Marcuse, aux États-Unis et dans une moindre mesure Theodor Wiesergrund, Adorno und Marx Horkheimer en Allemagne, où ils sont retournés après la guerre, deviennent des figures de proue de la New Left. Marcuse fait de l'ombre aux autres en raison de son charisme, de son adhésion à la New Left et de la notoriété de son étudiante Angela Davis, qui s'est également rendue à Francfort pour étudier avec Adorno. Et oui, c'est ça. Ce sont des gens qui ont formé effectivement Angela Davis, etc. Et j'imagine que c'est de là qu'on peut en tirer la conclusion que ça a eu un impact politique vraiment considérable. Mais ça a eu un petit impact politique au même titre que d'autres auteurs, que les gens ont lu, que Deleuze a eu un impact politique, etc. Mais est-ce vraiment un programme politique? Est-ce vraiment une voie médiane entre la social-démocratie et le marxisme socialiste? C'est des lulus, je suis désolé, c'est des lulus de fou de dire ça. Je pense que c'est presque, ouais, c'est presque un idéalisme un petit peu farfelu. Je sais pas, les profs qui s'inventent une vie, quoi. C'est l'une des rares femmes à figurer sur la liste des 10 fugitifs les plus recherchés par le FBI pour son rôle présumé dans la tentative de libération des frères de Soledad. Oui, et S.O. Assata Shakur également. Pendant ce temps, Davis subjugue l'Amérique. Presque 60 ans plus tard, où en sommes-nous? La New Left s'est désintégrée, mais son humanisme, son ethos contre-culturel, sa politisation de la sphère privée et ses instincts démocratiques. Ah, j'entends instinct démocratique, j'ai envie de sortir mon revolver, je suis désolé. Pour moi, c'est pas forcément une qualité, très franchement, c'est pas forcément une qualité. Font partie de l'héritage de la gauche d'aujourd'hui. Du moins en théorie. Écoute, si t'es... du moins en théorie, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il va nous l'expliquer, probablement. L'URSS et le bloc soviétique se sont effondrés, et la gauche marxiste n'a pas connu de grande renaissance. Au contraire, ce sont le conservatisme et l'anti-marxiste qui ont progressé. Là, c'est un diagnostic qui me semble incontestable. C'est dans cette ambiance lugubre, c'est bien écrit au moins, c'est dans cette ambiance lugubre que Joseph Staline, Mao Zedong et leur marxisme-léninisme renaissent de leurs cendres. Oh, voilà. Là, c'est drôle, hein. Il nous a presque fait le voyage du héros, quoi. C'est-à-dire, au départ, on avait une espèce de situation initiale un peu merdique avec ce marxisme socialiste, etc., ce marxisme soviétique, excusez-moi. Après, il y a eu l'émergence comme ça d'un appel vers l'aventure avec Marcuse, Adorno qui se lèvent tel un petit hobbit appelé vers leur destin. Mais là, une nouvelle menace terrible commence à renaître. Et quelle est cette menace? Là, figurez-vous que c'est Gabriel Rockhill, le gros stal, qui vient faire chier son monde alors qu'on était tous bien heureux à lire notre petit Marcuse, notre petit Adorno et à trouver une voie médiane entre le socialisme réel qui n'est plus réel, qui n'existe plus, et la social-démocratie mourante. Franchement, quel scandale! C'est terrible ce qui est en train de se passer. Ce qui est terrible, il y met vraiment de la narration. La narration, bien sûr, il raconte essentiellement des grosses conneries. Enfin, factuellement, c'est juste, mais je veux dire, sa philosophie de l'histoire là qu'il essaye de déployer, je suis désolé, elle me fait transpirer à grosses gouttes. J'ai du mal à garder mon calme. Bref. Je m'attendais pas à hate autant, je suis vraiment désolé, je m'y attendais pas du tout. Je vais essayer de me calmer, sinon moi-même je vais devenir vraiment de mauvaise foi et c'est pas bon pour le débat.
Rockhill argue que les marxistes occidentaux, et surtout les philosophes de l'école de Francfort, n'étaient pas des révolutionnaires prudents, mais bien au contraire, des agents rémunérés du capitalisme américain. Voilà, c'est là que ça commence. C'est là que les vraies choses commencent. Ils ont remis en question les pays communistes et les luttes de libération nationale, tout en ayant la belle vie, en empochant les profits de l'industrie de la théorie radicale. Oui, ça c'est c'est l'une des thèses de Rockhill, c'est qu'il y a une global theory industry, que en gros, eh bien, la production théorique dans les universités états-uniennes, britanniques et même, je pense, françaises, même si, comme vous le savez, en France, dans les universités, il y a beaucoup moins de pognon que dans ces pays-là, ben, c'est une industrie, quoi. Qu'il y a un marché, qu'il y a la nécessité de se positionner et qu'il y a du fric à se faire, quoi. Après, c'est des petits... Franchement, il utilise le terme d'industrie, je pense qu'il exagère, il y a une sorte, comment dire, d'emphase propre au concept qui vise à troller un petit peu, les gens. Mais le fait que ce soit un marché, notamment dans les pays de langue anglaise du Nord global, c'est une évidence. C'est bien davantage un marché, ou plus, c'est un marché beaucoup moins régulé que c'est le cas en France. En France, à mon avis, c'est beaucoup trop régulé aussi, et que ça fait fuir des profs, des talents, etc. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Peut-être qu'on en parlera après, si je mets pas trop de temps à discuter et à commenter ce texte. Mais je vois ce que veut dire Rockhill. C'est clair que ça peut être agaçant, parce qu'à mon avis, en parlant d'industrie, etc., il va clairement trop loin. Mais il y a clairement un fond de vérité, et plus qu'un fond de vérité, dans le fait que l'université, c'est pas juste une espèce de service public, non, c'est un marché, et la production théorique est un marché. Mais au fond, ne serait-ce qu'avec des analyses bourdieusiennes, on pourrait arriver à la même conclusion. C'est une lutte dans un champ, on pourrait le dire ça comme ça, pour avoir une version sociologiquement correcte de la position de Rockhill. Mais lui, il parle en termes, disons, il traduit ça dans des termes d'un marxisme traditionnel, ce qui est normal vu son logiciel. Mais voilà, tout ça pour dire qu'à mon avis, il y a quand même une certaine vérité dans ce qu'il dit. Il faut pas se mentir. L'auteur nous informe que les volumes suivants, ceci n'étant que le premier d'une trilogie, se pencheront sur les intellectuels français des figures avant-gardistes associées au post-colonialisme, aux études subalternes et à l'afro-pessimisme. Ben, j'espère qu'il va pas me casser la gueule dans son 3e tome. Il va dire que moi-même j'avais partie de cette industrie terrible. Oh là là, ça me rendrait triste après l'avoir tant défendu dans mon live. S'il te plaît, épargne-moi, Gabriel, épargne-moi de tes foudres, épargne-moi de ton courroux léniniste et staliniste, s'il te plaît. Ça me briserait le cœur de savoir que tu penses que je travaille pour l'impérialisme, mais désormais je travaille vraiment pour l'impérialisme, puisque je travaille pour Amazon. Oh, pauvre de moi, mais je ne suis qu'un prolétaire de la parole. Je ne suis qu'un prolétaire de la parole qui vend ma force de travail à Jeff Bezos pour subvenir à mes besoins et pour m'acheter des boissons énergétiques à un très bas prix. J'ai quitté l'industrie de la théorie radicale pour devenir ce prolétaire qui travaille pour Amazon. Il y soutiendra que les intellectuels de gauche ont abandonné le véritable marxisme pour se mettre au service de l'impérialisme américain. Dans ce premier volume, il s'en prend aux théoriciens de l'école de Francfort, membres de l'intelligentsia petite bourgeoise, fer de lance d'un marxisme impérial et anticommuniste, déployé à partir de leur confortable citadelle professorale financée par le capital. La politique de Rockhill s'inscrit dans la lignée d'un autre ouvrage récent, Il marxismo occidentale, come nacque, come mori, come può riniziare. Oh, j'ai essayé, hein, j'ai risqué un petit italien là. Cet ouvrage est pas mal. Moi, j'ai la version anglaise, Le marxisme occidental, comment il naît, comment il meurt, comment il peut renaître, publié en 2017 par le marxiste italien Domenico Losurdo, qui compte parmi ses travaux une défense de Staline. Tu sais, il le met rien comme ça. Parmi ses travaux, il y a une défense de Staline. Ça veut dire que c'est nul, ça veut dire que c'est de la merde. C'est pas bien. Ça, c'est comment dire... Bah, il est connu, le Sordo, pour avoir fait une défense de Staline. En France, on le connaît et on l'aime bien parce qu'il a écrit ce texte, la contre-histoire du libéralisme, qui est, qui a eu son petit succès dans les milieux décoloniaux,
etc., où il critique finalement la tradition libérale comme intrinsèquement, le libéralisme politique lui-même, comme intrinsèquement lié à la naissance de l'impérialisme, etc. Ouvrage très intéressant, mais il a aussi fait une biographie un petit peu hagiographique, semble-t-il, je ne l'ai évidemment pas lu, je m'en fous complètement, mais une biographie, semble-t-il, un petit peu hagiographique du camarade Djougashvili, a.k.a. Staline. Eh bien, oui, il y a des gens qui lui reprocheront toujours cela. Pour moi, bon, je sais pas, j'ai pas envie d'avoir comme ça une guilt by association, juste parce que le mec aime bien Staline. Il faut regarder un petit peu ses écrits. Et ce truc sur le marxisme occidental, moi, ça m'intéresse. Rock Hill déploie lui aussi un marxisme-léninisme non reconstruit afin de s'attaquer aux penseurs de l'école de Francfort qu'il considère comme des vendus. C'est drôle ça, il les considère comme des vendus. Vous êtes des vendus. Le MHD. Alors, le MHD, est-ce qu'on va parler d'afro-trap ? Quelque chose me dit que non. Il faut saluer la diligence du chercheur. Il se saisit du moindre petit élément susceptible de calomnier l'école de Francfort de près ou de loin. Il écrit à maintes reprises que son argumentation procède de manière dialectique. Il a même créé un nouvel acronyme, MHD, Afrotrap, matérialisme historique et dialectique pour désigner la philosophie politique qui, affirme-t-il, a fait ses preuves. Mais pourquoi MHD, c'est un nouvel acronyme ? Matérialisme historique et dialectique, c'est le truc de Staline dans son texte, qu'il n'a d'ailleurs pas écrit lui-même, qui était, je crois, écrit, pour lui par un philosophe géorgien de ses amis. Matérialisme historique et matérialisme dialectique, c'est un vieux truc, quoi. Je savais pas que c'était nouveau, MHD, matérialisme historique et dialectique. Je sais pas. Peut-être que ma culture marxiste n'est pas aussi fournie que je le croyais. Peut-être que je vois des vieilleries là où il y a en réalité des nouveautés. Mais oui, je vais faire un tour sur le chat pour voir là-dessus. C'est vraiment des détails, hein, je suis désolé. Il écrit ça en zonzon, c'est ça. Afrotrap partie Marx. Je vais là que 9-4 c'est la Champions League. 9-4 c'est la Champions League. Ouais. Ouais, bah je suis venu là pour je suis venu là pour voir ce qui se trame. Mais en réalité, bon, voilà, il n'y a pas particulièrement d'indications supplémentaires. Le MHD, pour désigner une philosophie politique, qui affirme-t-il, a fait ses preuves. Ça a un peu fait ça a plus fait ses preuves que l'autre, je suis désolé. Ça a plus fait ses preuves que celle qui n'a jamais accompagné de révolution que de révolution échouée, que de révolution sans perspective. Oui, moi, cet argument, il me convainc, l'argument, ça a fait ses preuves. Évidemment qu'il ne faut pas juste l'appliquer, le reprendre exactement de la même manière. Mais oui, ça a fait ses preuves. En l'espèce, toutefois, les preuves se font attendre. Oh, il tape sur les marxistes occidentaux à coup de socialisme réellement existant, celui-là même qu'ils ont ignoré ou critiqué. Le socialisme réellement existant renvoie à l'Union soviétique, à ses alliés, à la Chine contemporaine, aux luttes de libération nationale, et à de nombreux révolutionnaires, surtout à des sommités bien connues, Lénine, Mao, Che Guevara. Aucune mention de la Corée du Nord, cependant. Pourquoi ? Vraiment. Le point juche. Non mais, low hanging fruit, quoi. Et la Corée du Nord. Foutre de la gueule du monde, je te jure, tu sais. T'as 30 trucs. Tu vois, il te cite la Chine, l'Union soviétique, Lénine, les mouvements, les révolutions nationales, etc. Tu as un seul épouvantail, la Corée du Nord. Tu parles pas de la Corée du Nord. Mais ce texte, c'est un texte antisocialiste. C'est un texte anticommuniste. Je suis désolé, c'est un texte anticommuniste. Tu peux pas juste me sortir un point Corée du Nord comme ça, de nulle part, et te prétendre... Non, c'est une dinguerie de te sortir le point Corée du Nord comme ça. Ah, t'as pas parlé de la Corée du Nord, hein? Et toi, connard d'anglais, t'as pas parlé du Brexit, sale raciste. Bien que le livre s'ouvre sur la capture et l'assassinat de Che Guevara,
Rock Hill ne nous dit pas en quoi Mao ou le Che intéressaient la gauche occidentale aujourd'hui. Qu'est-ce que le maoïsme, programme d'insurrection paysanne, peut vouloir dire dans le contexte urbain de New York ou de Londres? Voilà qui demeure un mystère depuis l'époque de Mao. Rock Hill, cependant, ne fait rien pour éclaircir, se contentant de fabriquer l'image d'un communisme glorieux, mais dénigré par les marxismes occidentaux. Non, ça, je suis désolé, c'est faux. Je suis désolé, c'est faux. Il y a énormément de textes. Après, oui, ce sont des choses qui aujourd'hui sont polémiques. La cause du peuple, le journal, en France, toute l'histoire du marxisme français, avec Badiou d'un côté et Béni Lévy de l'autre, etc. Ça mériterait d'être creusé. Je veux dire, la tradition du maoïsme en France, par exemple, parce que c'est vraiment un pays de maoïsme, mais qui était vraiment une espèce de remix du maoïsme. Il y a notamment, Andrea Cavazzini, le philosophe italien d'expression française qui vit en France, qui écrit des ouvrages sur cette question-là du marxisme français, de la reprise, de la révolution culturelle dans le contexte français. Il y a d'autres travaux sur ce sujet-là. Non, je pense pas du tout qu'il y a une espèce d'absolu vide autour de cette question, dans notre histoire intellectuelle, de cette question de comment est-ce que ce maoïsme qui parle que à des paysans, etc., peut être appliqué à la situation européenne. Au contraire, il y a eu pas mal de réflexions sur ce sujet-là. Je suis loin de toutes les connaître. Je lui dis, je suis pas un érudit marxiste. Mais je sais que ça existe. Et peut-être que Rock Hill, effectivement, n'en fait pas mention. Mais c'est pas pour autant que ça n'existe pas. Et selon moi, c'est pas pour autant qu'on doit considérer que c'est une absurdité. Voilà. Il y a vraiment une espèce de paresse intellectuelle, je trouve, à avoir cette espèce d'attitude selon laquelle, c'est un truc pour les paysans, comment est-ce qu'on peut l'appliquer nous? Pourquoi est-ce que vous lisez Fanon? Parce que dans l'Algérie des années 50-60, c'était des paysans, et puis c'était des Arabes, et puis c'était une colonie, ça veut plus rien dire aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette manière d'aborder la théorie où on ne peut pas, adapter des stratégies à un autre contexte et on est forcé de lire uniquement des choses qui ont été produites intellectuellement dans le même contexte social et par les mêmes classes sociales exactement que celles auxquelles nous appartenons nous-mêmes. Je trouve ça très étrange. Il ne souhaite pas s'étendre sur les accomplissements du socialisme réellement existant, dit-il, parce qu'il faudrait y consacrer d'autres volumes. C'est vrai. Il nous renvoie plutôt à une liste de 20 experts, brillants camarades, qui nous ont livré des histoires matérielles rigoureuses du socialisme réel, à rebours des analyses superficielles proposées par des théoriciens critiques occidentaux. Dans cette liste d'auteurs illustres, je ne retiendrai qu'un exemple, Cheng Hengfu, président de l'Académie du marxisme de Chine, qui a réellement déclaré « L'action militaire spéciale de la Russie en Ukraine, déclenchée par l'Occident, amène plus de gens dans le monde à comprendre que le système et les politiques socialistes sont pacifiques par nature. Vous devez téléphoner à votre spécialiste local en MHD pour vous faire expliquer cette phrase. » Oui, j'avoue que c'est un petit peu... C'est pas très brillant. Après, il y a peut-être le problème de la traduction du chinois ou de l'expression chinoise de l'individu. Mais juste sortir une phrase imbitable d'un mec et te dire « Ah, on n'y comprend rien », on pourrait le faire avec Adorno 1000 fois. Je te sors, des dizaines et des dizaines d'exemples de la dialectique négative avec des phrases où tu peux faire ton anti-intellectualiste de base et dire ah lol, la phrase veut rien dire, c'est nul, il écrit mal, et il défend des puissances impérialistes. C'est quand même pas très intellectuellement rigoureux et c'est quand même pas très costaud comme attaque de Rock Hill pour l'instant et comme attaque du dit socialisme réel. Je suis désolé. Rock Hill martèle et pleurniche. Figurez-vous que le professeur Herbert Marcuse ne ressemble pas au révolutionnaire noir George Jackson. Oui, ça c'est clair. Rock Hill nous sert cette comparaison révélatrice, en admettant toutefois qu'elle est loin d'être parfaite. Marcuse a été maintes fois interviewé, il a été couvert d'honneur avant de mourir à l'âge vénérable de 81 ans. Jackson, à l'inverse, a été tué à l'âge de 30 ans, alors qu'il tentait de s'évader de prison. Conclusion, Marcuse était un vendu. Rock Hill serait-il aussi un vendu, lui qui est professeur titulaire et toujours en vie à l'âge de 54 ans? Oui, mais là, je suis d'accord avec Jacobi ici. J'entends parfois Gabriel utiliser ce type de rhétorique et elle est, selon moi, nulle et non avenue. C'est ridicule. Et surtout quand c'est Rock Hill lui-même qui l'émet.
J'étais là-bas quand il faisait son dossier pour devenir full professeur à Villanova, et il y avait une grève d'étudiants à ce moment-là à Villanova. Il s'y mêlait pas trop, parce que probablement qu'il avait peur pour sa promotion, et c'est humain. Mais je veux dire, oui, bien sûr qu'il est pris dans ces contradictions-là et qu'il utilise ce type de rhétorique. Non, c'est catastrophique. Là, je suis d'accord avec Jacoby, ce type de rhétorique, il faut arrêter. Il faut arrêter avec ça, des attaques ad hominem. Tout le monde peut y être, peut y prêter le flanc, et surtout quand toi-même tu es prof. Surtout quand toi-même tu es prof et que tu n'es pas toi-même George Jackson, quoi. Je veux dire, faut arrêter les conneries, quoi. Des chiens qui n'aboient pas. Rock Hill est un maître de l'art de la culpabilité par association, géographiquement ou autre. Ah, là, tu sens le blanc qui aime pas la culpabilité par association géographique, hein. Putain, je sens le point où il va border nous accuser, notre pauvre Gabriel Rock Hill, de racisme anti-blanc. Mais peut-être que je me trompe. Je vous rappelle que je découvre le texte en même temps que vous. Donc, parce que je sens le moment où je dis, j'ai pré-shot, mais peut-être que je me gourre complètement. Le chien qui n'a pas aboyé de la nouvelle d'Arthur Conan Doyle devient chez lui le chien qui n'aboie jamais, une preuve irréfutable de culpabilité. Ah oui, ok, un peu tordu comme métaphore, mais je vois ce qu'il veut dire, c'est intéressant. Il avance que, de retour à Francfort après la guerre, Theodor Adorno et Max Horkheimer ont travaillé avec des chercheurs au passé nazi. Mais le chef d'inculpation ne s'arrête pas là. À en croire Rock Hill, en 1952, un ancien officier SS a révélé avoir servi dans une armée secrète fasciste, à Francfort de surcroît. Le limier se met au travail pour établir un lien avec Adorno et Horkheimer. Je n'ai pas connaissance, déclare notre intrépide détective, d'aucune déclaration publique des théoriciens critiques de Francfort au sujet de ces révélations concernant une milice nazie dans leur ville. Peut-on trouver preuve plus accablante du soutien qu'ils ont apporté à cette armée secrète fasciste? Oui, là aussi, je suis plutôt d'accord avec Jacoby. Il y a cette rhétorique chez Gabriel quand même, dans les conférences, etc., que j'ai entendues, de tenir des absences pour des motifs de culpabilité. Voilà. C'est un peu la même rhétorique que la rhétorique qu'on a aujourd'hui dans certaines conditions et que je n'aime pas du tout. Silence is violence. Silence is violence. Si tu parles pas de quelque chose, tu dois absolument de parler de toutes les choses que je veux que tu parles. Alors sinon, ça veut dire que c'est une forme de violence, et ça veut dire que si tu ne parles pas, que tu ne dénonces pas toutes les injustices du monde, alors ça veut dire que tu commets une forme de violence, parce qu'il faut absolument parler de toutes les injustices du monde. C'est une rhétorique que je trouve absolument aberrante. Personne n'est tenu de parler de toutes les misères du monde. Nous ne sommes pas tous des commentateurs politiques universels. Nous ne sommes pas tous versés dans tout. En revanche, lorsqu'on nous pose la question, qu'on nous interroge sur un sujet, c'est là qu'on peut savoir ce qu'on pense. Mais silence is violence, c'est là, on va dire, accuser Adorno et Horkheimer d'avoir maintenu le silence sur ces sujets, sur de tels sujets, ne me semble pas un argument probant. Tout le monde peut jouer à ce jeu. Rock Hill enseigne à l'université Villanova, institution catholique de la banlieue de Philadelphie. Let's go, Villanova mentioned, guys. Dédicace à la banlieue ouest de Philadelphie. Let's go, dédicace à la banlieue bien blanche de Philly, hein. Par contre, West Philly represent. Là, on est avec mes Renois sûrs, mais par contre, la banlieue, aïe. Le diocèse catholique de Camden, qui régit la banlieue de Philadelphie, a récemment versé des millions de dollars afin d'éteindre des poursuites pour abus sexuels. Or, je ne connais, à ma connaissance, aucune déclaration publique de notre brave détective à ce propos. Peut-on trouver preuve plus accablante du fait qu'il soutient les abus sexuels au sein de l'Église? Ah, le bâtard. Malheureusement, je veux dire, la logique qu'il emploie ici est spécieuse, mais c'est vrai que c'est une logique spécieuse qu'on trouve parfois dans les discours de Gabriel Rock Hill. Et là, je trouve que rhétoriquement, il est fort et je suis obligé de lui donner le point. Il a raison, ce type de truc de pointer les absences et d'accabler les gens pour les absences de ce qui est dans leur environnement, dans leurs surroundings. C'est une très très mauvaise rhétorique. Le chien qui n'aboie pas ne fait que confirmer la thèse générale de Rock Hill. Les membres de l'école de Francfort étaient au mieux des agents de l'impérialisme américain, au pire et objectivement des nazis.
Oui, comment dire, les mecs qui se sont réfugiés, comment dire, pour fuir le nazisme et qui étaient des nazis. Bon, la majeure partie du livre examine en détail l'entrelac des États, des fondations et de l'industrie de la théorie radicale des marxistes occidentaux. Tout cela était déjà en grande partie connu, mais Rockhill y met une énergie maniaque. Bon, mais ça, c'est un peu de la dominem également, hein, de dire qu'il est maniaque, etc. Mais c'est vrai qu'il est très, très investi. Je suis, comment dire, je suis d'accord avec ça. Mais bon, il est une énergie maniaque. Il est fou. En fait, Rockhill est complètement fou. Mais ça, il passe assez rapidement sur cette question-là. Il dit que c'était connu. Mais ça, ce truc de, ah, c'était connu, on s'en fout. Bah, c'était connu, mais c'est quand même intéressant qu'on en parle. Et là-dessus, comment dire, il ne s'y attarde de guère. Mais voyons la suite. Saviez-vous qu'en 1959, Marcuse a reçu une subvention de 6 250 $ de la fondation Rockefeller, la moitié de son salaire à l'université Brandeis, pour achever l'homme unidimensionnel. Rockhill a découvert ce fait bien caché dans les archives Rockefeller. Il aurait aussi pu le trouver à la première page du livre, dans les remerciements de l'auteur. Ah, c'est pas mal. Conclusion, il n'est pas exagéré de dire que l'homme unidimensionnel a été subventionné par la classe dominante capitaliste. Oui. Après, c'est toujours la question de savoir, mais les trucs qui ont été, comment dire, bien étudiés, par exemple, j'ai plus les titres des bouquins en tête. Mais bon, c'est la question des contradictions, etc. La question des contradictions à l'intérieur de l'État, à l'intérieur des sociétés capitalistes, etc. Et la nécessité ou non de se glisser dans les interstices de cette société. Franchement, moi, effectivement, ça ne me défrise pas de voir que, Marcuse a reçu ces 6 250 $, même si ça devait être vraiment une somme considérable à l'époque, beaucoup plus considérable que ça ne l'est aujourd'hui. Peut-être même qu'on peut rajouter un zéro derrière. Mais bon, bref. Et saviez-vous qu'Horkheimer a pris part à un voyage tout frais payé à Hambourg? La vérité éclate au grand jour. Les gros sous et le faste de l'industrie de la théorie radicale. Bientôt à l'affiche, Le Loup de Francfort, un remake du film de Martin Scorsese, Le Loup de Wall Street. Voilà. Ouais, c'est marrant. C'est de bonne guerre, c'est rigolo. Base et superstructure. Après, je pense qu'il y a quand même beaucoup plus de trucs que ça. Je pense que là, il cherry pick des trucs un petit peu, comment dire, il cherry pick des éléments quelque peu insignifiants des arguments mis en place par Rockhill et des preuves de Rockhill. Il met en place, il cherry pick les trucs les plus insignifiants et les plus ridicules pour pouvoir justement les tourner en dérision. Mais je pense qu'il y a davantage que ça. En tout cas, dans ce que j'avais entendu, dans les confs de Rockhill que j'ai entendu, il y avait quand même davantage que cela. Base et superstructure. La grande découverte proclamée par Rockhill n'est pas très neuve. Une partie des fonds qui ont financé ces intellectuels était effectivement liée à la lutte contre le bloc soviétique. Cette histoire, Francis Stoner Sanders l'a bien racontée dans son livre « Qui mène la danse, la CIA et la guerre froide culturelle ». Oui, voilà, il y a ça. Rockhill reprend d'ailleurs le titre de l'édition britannique « Who Paid the Pipers ». Voilà, oui, c'est le titre, c'est l'ouvrage dont j'avais oublié le titre tantôt. Donc c'est Francis Stoner Sanders. Et il y a aussi un autre livre un petit peu du même genre qui s'appelle FBI Eyes, avec eyes comme les yeux en anglais, FBI Eyes, qui parle un petit peu de la manière dont le FBI a fait ce même type d'opération, mais du point de vue de la sécurité intérieure, pour piéger les intellectuels marxistes et les intellectuels radicaux noirs, etc. etc. Donc tout ça, c'est des choses effectivement qui sont un petit peu connues. Mais après, la question... Toujours le truc, quand on me dit oui, c'est des trucs qui sont déjà connus, la question après, c'est qui est un petit peu la plus-value philosophique que peut apporter quelqu'un comme Rockhill, ça va être le rapport entre cette dimension matérielle, cette dimension de rapport de force connue dans la société, et comment est-ce qu'on peut mettre en parallèle ce qu'on sait sur cette réalité sociale, cette réalité matérielle, et les textes, les écrits, l'analyse textuelle des écrits des dits marxistes. C'est ça qui peut être intéressant. Il y a là un véritable enjeu que notre dialecticien en herbe ne soulève pratiquement pas. Comment fait-on pour garder la tête hors de l'eau, voire prospérer dans une société capitaliste si on ne dispose pas de moyens capitalistes? Au fait, qui paye le salaire de Rockhill?
des révolutionnaires du tiers-monde. Bah oui, ça aussi c'est vrai, ça c'est le type de points qui à mon avis sont justes et le problème où Rock Hill à mon avis se tire une balle dans le pied en recourant aussi facilement à l'ad hominem. Il prête nécessairement le flanc à ce type de choses. Mais la question, c'est vraiment la question du rapport entre cette économie capitaliste et les textes qui sont produits et surtout les choses qu'ils défendent. Parce que ce qui compte vraiment, ce qui moi m'a vraiment parlé dans les conférences de Rock Hill, c'est les moments où il parlait de la manière dont Adorno défendait des interventions impérialistes, comment dire, la manière dont il faisait sienne les causes des États-Unis, le fait qu'il méprisait les luttes noires, les luttes populaires, les luttes étudiantes, etc., etc. Tout ça sont des choses qui certes sont un petit peu connues, mais qui méritent, à mon avis, d'être systématisées. C'est ça, je pense, le point fort du travail de Rock Hill. Pourquoi je pense que c'est intéressant. Devinez de qui il s'agit. Était un magnat du textile, chasseur de renards, membre de la bourse de Manchester, président de l'Institut Schiller de la même ville. C'était un homme vulgaire, une canaille menant grand train, un gros buveur, vaut bonnes choses de la vie, salade, homard, château Margaux, bière pilsner et femme à goût de luxe. Le biographe poursuit ainsi, mais pendant 40 ans, Friedrich Engels a subventionné Marx. Le capital a donc été financé par des capitalistes. Bon, le côté Engels est un capitaliste, c'est quand même bien connu. Oui, bon, on nous refait le coup des contradictions, contradictions dans le capitalisme, contradictions dans la subjectivité. Bref, il n'y a pas de quoi en faire des tonnes. Les intellectuels francfortois avaient fui l'Allemagne nazie pour se réfugier aux États-Unis. Oui, plusieurs d'entre eux ont trouvé un emploi dans diverses agences gouvernementales américaines durant la guerre, surtout l'OSS, l'Organisation des services stratégiques, où ils ont étudié l'Allemagne de l'époque. Cela ne leur posait pas un cas de conscience. Ils contribuaient au combat contre le nazisme. Oui, mais voilà, l'OSS est considéré comme un ancêtre de la CIA, fondée après la guerre. Oui, c'est vrai, mais ça, c'est aussi un truc, un petit peu, un manque de subtilité dans la position de Rock Hill, et sachant que, comment dire, j'attends son attaque de Fanon, parce que Fanon, est mort aux États-Unis, et il a été accueilli aux États-Unis par la CIA, parce qu'à l'époque, la CIA, d'ailleurs, c'est rappelé dans le film de Paco Mtielman, sur l'Algérie française, les États-Unis, aussi bien que l'Union soviétique, étaient favorables à l'indépendance de l'Algérie depuis la France, parce qu'ils voulaient affaiblir la France gaullienne qui prétendait être indépendante aussi bien du bloc de l'Est que du bloc de l'Ouest, même s'il suçait quand même pas mal le capitalisme et n'avait pas grand-chose à voir avec les soviétiques. Mais enfin, les deux blocs avaient un petit peu un intérêt à un affaiblissement de la France. Et donc, Fanon, quand il était malade, lorsqu'il avait la leucémie, il a été se soigner aussi bien en Union soviétique à un moment donné que aux États-Unis. Mais il est mort aux États-Unis. Est-ce que, parce que la CIA l'a d'abord aidé et a contribué à accélérer son décès d'une manière ou d'une autre? Ça, nous ne le savons pas. Mais en tout cas, j'attends le moment où Rock Hill va dire que Fanon était un agent de la CIA et ce genre de truc. Malheureusement, il en serait un petit peu capable, quoi. Malheureusement. C'est vraiment... Ouais. C'est le côté des faiblesses de son argumentation. Malheureusement, malgré, j'aime bien l'esprit un petit peu dans lequel travaille Rock Hill, mais malheureusement, je crois que là, Jacobi pointe vraiment des limites réelles de son attitude et de sa manière de réfléchir. Rock Hill tente de démontrer que Marcuse était un agent haut placé de la CIA. Ouais, ça c'est intéressant ça. Marcuse, agent haut placé de la CIA. Ça me parle. Ça c'est intéressant. L'accusation n'est pas nouvelle. Elle a été lancée en 69 par un groupuscule maoïste, le Progressive Labour Party, qui croupissait dans un demi-monde fratricide. Rock Hill vit toujours dans sa tête. C'est drôle, là j'ai l'impression que c'est une phrase de Paco Mtielman dans l'Empire n'a jamais pris fin. Elle a été lancée en 1969 par un groupuscule maoïste, le Progressive Labour Party, qui croupissait dans un demi-monde fratricide où Rock Hill vit toujours dans sa tête. Notre infatigable enquêteur tisse ensemble des insinuations diverses, notamment l'idée que Marcuse a pris part à un réseau d'espionnage anti-soviétique de la CIA basé à Francfort. La preuve, la même que d'habitude, le chien n'aboie pas. Un certain L.L. Mathias, qui a lancé cette allégation, explique en effet que Marcuse n'a jamais
poursuivi pour diffamation le Progressive Labour Party. Comme si quelqu'un ayant toute sa tête pouvait faire une chose pareille. Ben ça c'est clair et net, il va pas poursuivre pour diffamation, lui-même étant marxiste, il va pas poursuivre pour diffamation un groupe politique concurrent, c'est une dinguerie. Et s'il avait fait ça, Rockhill aurait dit qu'il est comment dire, anti-marxiste parce qu'il essaye, comment dire, d'éteindre juridiquement en utilisant l'État, les moyens de l'État bourgeois, une organisation politique concurrente. C'est une dinguerie. Vous voulez d'autres preuves? Mathias affirme également que ces informations lui ont été confirmées dans une lettre qu'il a reçue d'un ancien agent de la CIA, aujourd'hui installé à Philadelphie. Affaire classée. Oui, il y a un côté trust me bro, mais bon, après, un bon journaliste ne révèle jamais ses sources. Après la guerre, Marcuse, comme plusieurs de ses collègues, a obtenu un poste à l'université. Rockhill ne digère pas le fait que ce sont le gouvernement et de grandes fondations et non pas les SDF ou le prolétariat qui ont financé ces intellectuels. Mais c'est un bâtard, il abuse, mais c'est drôle. Après les éclats de voix que j'ai eus au cours de cette émission, je veux pas en vouloir de faire ce genre de blague. Le troll ici est quand même bienvenu. Malheureusement pour lui, l'une des figures de proue de la Monthly Review, éditeur socialiste qui a publié son livre et celui de Le Sourd en anglais, a emprunté la même trajectoire que ses confrères de l'école de Francfort. Aïe, 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 il s'attaque aux potes de Rockhill maintenant. Paul Baran, un proche de Marcuse, a écrit le classique du marxisme, Le Capital monopoliste avec Paul Sweezy de la Monthly Review. Un chapitre finalement non retenu de ce livre s'inspirait même d'Adorno. Baran a étudié à Francfort, est devenu un réfugié, a rejoint l'OSS, a occupé des emplois publics avant de devenir professeur titulaire à Stanford. Il a même travaillé à Wall Street comme conseiller auprès de capitalistes. L'université Stanford, fondée par l'exploiteur et magnat des chemins de fer Leland Stanford, a payé le salaire de Baran. Si on suit le MHD de Rockhill, il n'est pas exagéré de dire que les livres de Baran ont été financés par la classe capitaliste. Oui, ce type de raisonnement par l'absurde, est quand même un peu convaincant si c'est vraiment comme ça que Rockhill use de sa méthodologie, ce qui malheureusement est parfois le cas. Je ne crois pas que c'est toujours le cas, mais il a des phases comme ça à ma connaissance. Science-fiction. De vraies questions subsistent. Par exemple, dans quelle mesure ces intellectuels savaient-ils qu'ils étaient financés par la CIA? Ont-ils coopéré avec l'agence? Ont-ils modéré leurs critiques envers les États-Unis? Mais ce sont là des sujets qui n'intéressent pas Rockhill. Il préfère la simplicité. Je ne crois pas que ce sont des sujets qui n'intéressent pas Rockhill, vraiment. À ma connaissance, ce sont des sujets qui l'intéressent. Et je suis sûr qu'il en parle. Il préfère la simplicité. En fin de compte, insiste-t-il, la démocratie bourgeoise et le fascisme sont deux formes de capitalisme. Basé. Soutenir l'une, c'est soutenir l'autre. Bon, ça, je ne sais pas vraiment si ça va jusque-là. Il y a de véritables différences qu'entre capitalisme et communisme. Oui, ça va un peu vite en besogne. Je suis d'accord. On peut pas, comment dire, dans notre ère de basculement fasciste, on peut pas se permettre d'aller aussi vite en besogne. Mais il est vrai, il y a de différences essentielles qu'entre capitalisme et communisme. Ça, je suis d'accord. Après, il y a des différences, mais la grande différence, voilà, philosophiquement parlant, etc., oui, c'est entre le capitalisme et le communisme. Je pense que ce n'est pas, que c'est pas un argument fallacieux que de dire cela. En réalité, au-delà des étiquettes, les deux systèmes existaient et existent encore en plusieurs variétés. Si les intellectuels de l'école de Francfort avaient rejoint le socialisme réellement existant, et s'ils s'étaient exilés en URSS plutôt qu'aux États-Unis, ils auraient fini dans un camp où ils auraient cessé de réellement exister. Les bâtards. Non, c'est drôle. Il écrit bien. Je pense que c'est un Britannique. Je pense que j'avais raison de dire que c'était un Britannique. Ça, je reconnais en transparence le style britannique qui est un peu marrant dans ce sens-là, l'espèce d'absurdisme très Monty Python de la forme. Cet état de fait les a rapprochés des démocraties occidentales. Oui, ils ont travaillé pour un État national sécuritaire qui pratiquait la ségrégation comme Rockhill le martèle sans relâche. Mais quelles étaient les autres options? Une prison soviétique? Rockhill rappelle à plusieurs reprises que l'Union soviétique est le pays qui a le plus contribué à la défaite de l'Allemagne nazie, comme si c'était la réponse à tout. Mais il ne semble pas très au fait de ce pan de l'histoire. Par exemple, il cite incrédule
Horkheimer qui évoquait, dans les années 1930, une potentielle alliance entre les soviétiques et les nazis. Le pacte Molotov-Ribbentrop entre les deux pays qui fut bien signé en 1930. Oui, c'est connu. Il contenait un protocole d'accord secret sur la partition de la Pologne et des États baltes. De plus, l'Union soviétique a livré des centaines de réfugiés, notamment des juifs et des communistes, aux nazis pendant la durée du pacte. Et oui, voilà qui est, comment dirais-je, de bien triste mémoire. Rockhill est un chercheur infatigable. Il maîtrise plusieurs langues, il étale ses déclarations audacieuses partout sur YouTube. Et oui, il est sur YouTube, et nous, on est sur Twitch. Il vante le MHD comme un remède universel. Mais ça, ce que je vous disais là, je sens un peu le seum que je disais au début, tu vois. Oh, il parle plusieurs langues, il est partout. Tu vois, il est à deux doigts de nous dire, ah, il est beau, ah, il est grand, il fait 1m90, c'est un Tchad. Tu sens le seum, le seum du mec, quoi. Et j'aime pas sentir ça. J'ai envie de sentir quand quelqu'un fait un texte d'attaque comme ça, j'ai envie de sentir de la big dick energy, pas de la small dick energy de gars qui jalousent les Tchads. Ça m'agace. Si je veux voir ça, je vais regarder ces news et des gars qui se victimisent de se faire bully par les Noirs et les Arabes. Je lis pas de la théorie marxiste. Au moins, inventez-vous une force, s'il vous plaît. Énergétisez-moi et arrêtez de jalouser Gabriel Rockhill parce qu'il est plus beau que vous et plus grand que vous, s'il vous plaît, plus riche que vous. Il vante le MHD comme un remède universel, dialectique éprouvé, scientifique. Mais entre ses mains, il est moins dialectique, éprouvé ou scientifique que la science-fiction. Oh, IMAX. Tout à son enthousiasme, Rockhill escamote les crimes bien documentés des communismes soviétiques et chinois. Oh, les crimes. 90 milliards de morts. C'est terrible. La gauche n'a obtenu que peu de victoires ces dernières décennies. On arrive enfin au terme. Mais la voie à suivre n'est pas celle de Rockhill. Pour parodier le titre d'une brochure de Lénine, il ne nous propose de faire aucun pas en avant, mais 10 pas en arrière. Un marxisme occidental grisonnant est toujours plus prometteur qu'un Mao ou un Staline 2.0. Ça, je suis absolument pas d'accord avec ça. Le marxisme occidental grisonnant n'est absolument pas prometteur. Je suis désolé, il ne promet rien du tout. Chers camarades. Qu'est-ce que ça nous promet? Oui, ça nous promet des colloques universitaires très sympas sur nos philosophes, sur nos philosophes préférés. Ça, il n'y a aucun doute. Mais politiquement, il ne nous promet rien. Et d'ailleurs, vous avez bien vu que dans ce texte, il ne promettait absolument rien. Il n'y avait pas de programme. C'était juste une manière de ridiculiser certaines thèses ou certaines modalités de critique de Rockhill qui, je suis d'accord, sont tout à fait critiquables et qui vont vite en besogne, qui sont même port de ridicule et de mauvaise foi. Mais qu'est-ce qu'il propose? C'est ça le problème. Et ça, je me doutais que ce serait ça, finalement, ce serait... Et oui, Norman Ageri est financé par Bezos, exactement. Moi, je suis financé par Jeff Bezos. Conclusion, lisez Rockhill. Oui, je pense qu'il faudrait lire le livre de Rockhill, quoi. Quand j'aurai un petit peu d'argent, je pense que je vais le commander et y jeter un petit coup d'œil. On est d'accord, c'est là le vrai débat. On s'en fout qu'ils soient financés par la CIA. La question, c'est est-ce que leur théorie aujourd'hui apporte quelque chose stratégiquement? Voilà, c'est exactement ça, Rodorodus. C'est exactement ça la question la plus centrale ici. Voilà. Je suis un petit peu exténué au terme de l'exploration de ce texte-là. En fait, les grands universitaires débattent du communisme comme les tweetos. Non, mais c'est exactement ça, vraiment. Là, ce Jacobi nous a sorti... il nous a sorti un thread sur X, là, avec toutes ses meilleures blagues pour dire que Rockhill est financé par Villanova. Mais ce qui est vrai, si vous voulez, ce qui est vrai. Et bon, je pense qu'effectivement, on gagnerait à sortir un petit peu de cette éternelle discussion sur le fait qu'on n'est pas directement financé par le prolétariat, car qui peut être financé directement par le prolétariat dans les conditions actuelles?
les capitalistes nous vendront la corde, il y a marqué la corde avec laquelle on nous pendront. On peut quand même se demander si la CIA financerait quelque chose, si elle ne pensait pas que c'est inoffensif, voire contre-productif pour ses ennemis. Oui, c'est ça aussi, c'est toute la thèse de Rock Hill, le fait qu'ils ont financé les tendances du marxisme, les tendances de la théorie critique, qu'ils estimaient être les moins nocives à leurs intérêts. Et il semblerait qu'ils aient eu raison. Ça fait plusieurs fois cette semaine que tu mentionnes quand j'aurai du cash, j'achèterai X bouquins. Tu mettrais pas une liste dans ta description. Je crois que ça motiverait les gens à donner, à soutenir, avoir des cagnottes par bouquin qui, une fois atteintes, programment un live sur le livre. Oh, dis donc, ça c'est une riche idée, franchement. Là, il y a des gens qui sont vraiment forts en business. Peut-être que je vais faire ça, EU, Laxter. Mais voilà, il faut que je réfléchisse un petit peu au modèle économique de ce, comment dire, de cette chaîne. Où pour le moment, j'ai pas du tout réfléchi. Je me contente juste de l'allumer chaque matin et de discuter de ce qui m'intéresse, de ce qui me tient à cœur. Bon appétit. Il y a ma fiancée à côté qui fait son petit déjeuner tunisien avec des œufs et des vaches qui rient. Il n'y a pas d'harissa là, il faut rajouter de la harissa. T'as hésité, tu veux que j'aille t'en chercher? Du coup, les Français financent Rock Hill pour le vrai marxisme. Oui, c'est ça. Qui finance Rock Hill finalement? Qui finance Rock Hill? C'est ça la question. Non, mais voilà, tout ça pour relancer un peu cette question du débat sur le marxisme occidental. Moi, ce que je regrette vraiment dans tout ce débat autour du marxisme occidental, c'est que, et je sais que c'est un auteur, ça a été rappelé dans le chat par certains d'entre vous avant, Rock Hill déteste un auteur que moi j'aime beaucoup, qui est Cedric Robinson. Cedric Robinson, l'auteur de Black Marxism, qui est probablement, oui, un meilleur livre que tout ce qu'a jusqu'à présent écrit Rock Hill, quoi qu'il en dise, et qui a écrit un livre qui doit forcément faire chier des gens comme Rock Hill, qui est non pas Black Marxism, mais son autre livre qui parle du marxisme, qui est Anthropology of Marxism. Et moi, c'est surtout, même si j'aime bien le livre de Losurdo, c'est surtout la critique qu'il maintient dans ce livre-là qui m'intéresse. C'est-à-dire, l'idée, quand même, qu'on oublie souvent, c'est le soubassement raciste d'une grande partie du marxisme occidental, et aussi, parce que moi, dans ce marxisme occidental, je mets les bandeurs de marxisme oriental en Occident, avec, je veux dire, le PCF, c'est pas parce qu'ils adoraient Staline qu'ils étaient moins racistes, je veux dire, les cas de conflit autour de la question raciale, le soutien tardif aux indépendances africaines, notamment la guerre d'Algérie, etc., c'est bien connu, le social-chauvinisme absolument terrifiant qu'il y avait là-dedans, tout ce qui avait poussé des gens comme Lamine Senghor à, même en gardant un pied dans le PCF, fonder des organisations autonomes noires, même dans la première moitié du XXe siècle en tant que militant communiste, c'est des choses qui sont connues. Un grand problème quand même, et je dirais même dans un plan organisationnel, c'est le racisme, comment dire, maladif des marxistes occidentaux, qu'ils soient staliniens ou anti-staliniens, et le fait qu'ils aient poussé par leur action, ou même par leur attitude, par leur doctrine, ou par la forme même de leur organisation, par la culture de ces organisations politiques, qu'ils aient poussé, ne parlons que du contexte français, les Arabes et les Noirs hors de ces organisations. Que le chauvinisme soit, pour les pro-occidentaux comme pour les Eastern, c'est-à-dire Chine, Union soviétique, qui soit également pétri de racisme. Et ça, c'est un truc qui, je sais, défrise Rock Hill, il en a rien à foutre, il dit non, mais regardez, quand on lui dit des trucs comme ça, il va recourir au tokenisme immédiatement, il va brandir sa petite Angela Davis, il va brandir ses petits Black Panther Party en disant ça c'est les miens. Non, non, c'est pas toi, je suis désolé. Il y a un suprémacisme blanc fondamental, basal, dans la plupart des organisations socialistes de notre histoire politique en Occident, il faut le dire. Et ça, c'est, quelque chose qui va au-delà de cette lutte entre ceux qui sont plus intellectuels et ceux qui soutiennent les communistes.
Ah non, c'est les Augustiniens à Villanova, non, je sais plus. Oui, c'est les Augustins, Augustinians en anglais. En français, on dit les Augustins, c'est l'ordre des Augustins qui tient Villanova. C'est-à-dire qu'ils ont le pape maintenant, le pape est issu de l'ordre des Augustins, le pape Léon. Et d'ailleurs, il a étudié à Villanova, il a fait une licence, un bachelor de maths à Villanova. Et Villanova, c'est l'université flagship, c'est l'université principale au monde de l'ordre des Augustins. Donc Villanova est l'université du pape, en gros, quand même, c'est pas rien, c'est pas de la merde en ce moment. Non seulement ils sont forts au basket, ils gagnent des coupes universitaires de basket, mais en plus, ils ont un pape. Franchement, Villanova, en ce moment, ils ont vraiment le vent en poupe. Euh, la question noire, entre parenthèses, et arabe, est complètement absente de leur débat en vrai, absolument, parce qu'elle crée une nouvelle ligne de démarcation qu'ils ne veulent pas envisager. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et vous voyez également exactement le, dès qu'il y a une figure noire dans la discussion chez Jacobi, mais parce que c'est déjà le cas chez Rock Hill, c'est simplement un device rhétorique pour dire oh, nous on a Angela Davis, oh, on a George Jackson, etc. Et ils se les disputent comme deux enfants se disputeraient une poupée de chiffon. Et ça, je savais dès le départ que ce serait ça le débat, parce que c'est vraiment un débat que les marxistes blancs, qu'ils soient occidentaux, entre guillemets, ou pas, sont absolument incapables de dépasser. Ils sont incapables de dépasser le tokenisme. J'en suis vraiment désolé, mais j'en suis convaincu. Jusqu'à présent, ils ont été vraiment incapables de dépasser le tokenisme. Et à cet égard-là, ils sont pires que la France insoumise dont j'ai parlé tantôt, malheureusement. Du coup, tu es plutôt marxiste occidental ou marxiste... T'es plutôt marxiste occidental Stal ou marxiste occidental anti-Stal. Je sais pas, là, ça vient à des catégories. Non, mais moi, je suis plus, je suis plus malgré tout marxiste-léniniste, on va dire ça comme ça. Moi, c'est, comment dire, la pensée de Lénine est une pensée qui m'intéresse, qui m'intéresse considérablement. Mais si on tient vraiment au marxiste dans le contexte européen, français aujourd'hui, clairement plus anti-Stal. Je veux dire, je suis clairement plus anti-Stal. Ça c'est clair et net. Même si, comme je l'ai dit, je suis heureux de dialoguer avec le café marxiste, etc., de discuter avec eux, c'est clair que j'ai plus de facilité à discuter et à parler avec les gens qui sont issus de la tradition du marxisme occidental tel qu'en parle Jacobi dans le texte qu'on a lu ensemble à l'instant, que avec des fans de Kluskar. En vrai, pour moi, Kluskar, intellectuellement, c'est de la merde. Je veux dire, c'est vraiment de la merde. Je considère pas que, non, il y a des trucs intéressants chez Kluskar, etc. Pour moi, c'est vraiment à chier. Je veux dire, en termes de pensée, en termes de théorie. Et ça, je m'en suis rendu compte en lisant ça. Comment dire en lisant son texte que tout le monde aime bien là, et ça